Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast habituel, la saison des séries. Je m'appelle Franck et une fois n'est pas coutume, Junior, votre animateur préféré, m'a laissé sa place. Je suis très heureux de passer la prochaine heure avec vous et j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, un rappel du concept. 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène. Et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note de 0 à 10. L'objectif est de déterminer dans un classement quelles sont les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. Pour ce nouvel épisode, pas d'invité extérieur. La première intervenante, vous l'avez déjà entendue dans l'épisode sur Gilmore Girls, qui est actuellement 9ème de notre classement. Salut Delphine. Salut Franck. La troisième personne, vous la connaissez bien, puisqu'il s'agit de Junior, le créateur et animateur de ce podcast. Va-t-il regretter de m'avoir laissé les rênes pour aujourd'hui ? Nous le saurons très bientôt. Salut Junior. Salut Franck, salut Delphine, salut à tous. Au programme de ce PVP, on retourne en 1993 pour découvrir la série The Nanny, une nounou d'enfer en France, une série télévisée américaine de 146 épisodes de 23 minutes, créée par Fran Drescher et Peter Mark Jacobson, et diffusée entre le 3 novembre 1993 donc et le 23 juin 1999 sur le réseau CBS aux États-Unis. Bien évidemment, c'était diffusé sur M6 chez nous, et vous pouvez actuellement visionner cette série sur la plateforme TF1+. Afin de nous remettre dans l'ambiance, on écoute un premier extrait. J'ai bien réfléchi, on devrait sortir séparément. Quoi ? Et depuis quand tu as réfléchi à ça ? Depuis que je vois Annette Bibleau. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Je décode pas tout. Tu veux dire que tu me gardes uniquement parce que je suis ta meilleure vendeuse ? Il y a autre chose. Annette veut ton job. Parce qu'en plus je suis virée ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Tu veux me dire de gâcher 3 années de ma précieuse et merveilleuse jeunesse pour toi et ce boulot minable ? Pas question que ce soit toi qui me vire, mon cher Danny de mes deux ! C'est moi qui démissionne ! Non, finalement, c'est toi qui vas me virer, comme ça je toucherai des indemnités. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, est-ce que Delphine, tu pourrais nous faire un petit pitch ? Oui, je peux. Donc, Une nounou d'enfer, c'est l'histoire de Fran Fine, une jeune juive new-yorkaise de 29 ans, enfin d'après elle, qui après s'être fait virer de la boutique de mariée de son petit ami où elle travaillait. Elle devient, par un concours de circonstances, la nounou de 3 enfants d'un riche veuf, et elle va changer la vie de cette petite famille un petit peu coincée. Tout à fait. Avant d'entamer le décortiquage dans les règles de cette série, enfin de ce premier épisode de la série, je vais vous demander quel est votre rapport à la série. On va commencer peut-être par toi, Junior. Qu'est-ce que ça évoque une nounou d'enfer pour toi ? Le rire de Fran Fine, déjà, qui envahissait mes oreilles de gamin à cette époque-là, je ne l'ai même pas vraiment découvert chez les parents, parce que vu l'horaire où ça passait, j'avais plus le droit de regarder bizarrement Notre Belle Famille, ou Batman sur France 3 à l'époque, la série d'animation qui est revenue en force sur Netflix. J'avais pas trop l'opportunité de regarder The Nanny, une nounou d'enfer. Je la regardais parfois chez les cousins parce que eux ils étaient très familles devant la série, mais j'ai regardé toujours de façon très épisodique, sans faire de vilain jeu de mots. C'est toujours le hasard quelque part qui nous est ramené, ou le hasard des rediffusions, enfin des rediffusions à cette époque-là, années 90-2000, le hasard de rediffusion aussi des années 2020. Par exemple, c'est beaucoup rediffusé en ce moment sur TFX, donc je suis tombé dessus, et même parfois sur certains épisodes cultes. Et parfois, comme ils diffusent des épisodes du lundi au vendredi, parfois je tombais sur plusieurs saisons en accéléré. Et genre le grand rapprochement entre Miss Fine et Monsieur Sheffield, voir la concrétisation, désolé je spoil, mais ça a 30 ans quoi. Je vois une évolution en accéléré. Donc voilà les souvenirs que j'en ai. Je connais d'assez loin, même si bizarrement il y a une forme de familiarité qui s'est créée avec cette série. Et toi Delphine, alors du coup, quel est ton rapport Moi j'ai vraiment commencé à regarder en effet quand ça a commencé en 95 sur M6. J'ai regardé dès sa première diff, à 20h j'étais devant, c'était clair. Et donc quand je tombe dessus, je la re-regarde, et moi contrairement à toi, je l'ai poncée en fait cette série. Je l'ai vue des milliards de fois, je pense, chaque épisode. Vu que c'est en effet rediffusé tellement, quand je retombe dessus, je regarde, je sais exactement quel épisode c'est. Si j'ai envie de le voir, je le regarde. Sinon, je passe. Mais je l'ai beaucoup regardé, quoi. Je connais à peu près... J'ai étudié pour savoir quel épisode je préférais et tout ça. Et rien qu'avec les titres, je savais exactement de quel épisode on parlait. Donc non, je l'ai beaucoup regardé. Une vraie fan. Ouais. Alors que c'est quand même un petit peu gênant en fait quand tu le regardes quand même avec ton œil de maintenant. Tu vois qu'il y a quand même, il y a beaucoup de choses problématiques, même si ça a été fait par elle et tout. Mais il y a des choses qui sont un petit peu
un petit peu gênante à notre époque. Et alors pour ma part, du coup, j'ai évidemment découvert cette série sur M6. Je pense que j'ai dû regarder au moins les 2 premières diffusions, quasiment dans leur intégralité, voilà, parce que tous les soirs c'était un rendez-vous incontournable de regarder cette série avec mes parents à l'époque. Voilà, une anecdote sur le dernier épisode de la série. La première fois qu'il a été diffusé, il y a eu un problème sur M6, en tout cas par chez moi, et du coup on n'a pas pu le voir. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait et ça marchait pas. Je sais plus, il y a eu un problème d'antenne ou un truc comme ça avec M6 à ce moment-là. Et du coup j'ai raté la première fois la fin, et c'est ultra frustrant. T'as raté l'accouchement, quoi. Voilà, il y a l'accouchement, le fait que Sissi soit elle aussi enceinte, et puis la fin avec. Voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup aussi, que j'ai peu découverte en anglais, et pourtant ça vaut le coup parce que autant Junior, tu parlais du rire de Miss Fine, mais en anglais il est tellement surjoué, c'est extraordinaire. Voilà, c'est du niveau de Janice dans Friends, quoi. Une voix très nasillarde en VO. Fran Drescher, elle a cette voix-là aussi. Oui, mais le rire je pense que voilà, elle a une voix comme ça. Mais ils ont trouvé des super doubleurs pour le coup. Oui. C'est quand même vraiment bien ce qu'elle fait. Complètement. Sa doubleuse. Et donc, on va passer au décortiquage de cet épisode, de ce nouveau pilote. Et donc, le pilote s'ouvre dans un magasin de robes de mariée. On y découvre Fran, donc du coup Fran Fine, qui est actuellement vendeuse, et qui discute avec une autre vendeuse qui s'avère être son amie Val, et elle parle du coup évidemment de mariage et du fait qu'elle soit fiancée depuis 3 ans avec Danny, qui est le propriétaire de la boutique. Et retournement de situation, il s'avère que du coup Danny fréquente une autre femme qui s'appelle Heather Biblo, qui sera jouée un peu plus tard par Pamela Anderson. Et du coup, comme il la fréquente, il veut plus être avec Fran, et en plus, elle veut sa place de vendeuse, donc elle est virée. Fran part avec fierté et dire « c'est pas toi qui me vire, mais c'est moi qui démissionne ». Et finalement, elle se rend compte rapidement qu'elle préfère qu'il la vire, comme ça elle peut toucher des indemnités. Et du coup, elle ferme la porte et le générique commence. Qu'avez-vous pensé de cette première scène, du coup ? Delphine ? On démarre super bien, on démarre en trombe en fait. Dans cette boutique tellement cheap, on voit exactement d'où viennent ces premiers personnages, ces robes roses, tu sens que c'est un matériau dégueulasse, donc tu vois d'où elle vient, et tu vois son petit ami Danny, tu vois comment il est, c'est un Italien avec des poils qui ressortent, des chemises bariolées, tu sens que cette boutique elle vaut $2 quoi. Et il est beauf, il est lâche, il quitte sa copine parce que finalement il l'aime pas, mais c'est parce qu'il a rencontré une autre meuf. Bref, il y a rien qui va, et la pauvre Fran elle se retrouve à la rue, mais on lui franchement, tant mieux pour elle d'avoir enfin d'être enfin séparée de ce gros beauf, mais qui reviendra dans d'autres épisodes. On commence à personnaliser un tout petit peu donc Fran, voir comment elle est, d'où elle vient. Et la pauvre, on la retrouve en détresse à la rue, quoi. Sur cette première séquence, on voit un tout petit peu ça déjà. Toi, Junior, qu'est-ce que tu as pensé de cette première scène ? J'ai vraiment bien aimé. Alors, il y a des divergences entre la VO et la VF. En VF, on parle du fait que Fran ait été trompé que Danny a trompé Fran avec une certaine Annette. Tu sens que c'est les années 90 dans la traduction. Voilà, premier baiser, tout ça, il doit y avoir un lien, je sais pas. Mais sinon, j'aime beaucoup le fait que notre chère Fran n'oublie pas ce qu'il y a le plus avantageux pour elle, à savoir se faire virer. À croire qu'elle vivait déjà sous la France présidée par Jupiter, elle sait que les indemnités chômage, c'est super important. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. C'est percutant, c'est très coloré déjà, c'est très flashy, très rose, bonbon. Au niveau de la rétine, ça pique un peu, mais c'était l'époque et je trouve que c'est très malin comme entrée en matière pour montrer comment elle perd tout d'un coup son mec et son boulot. Tout à fait, effectivement, on commence déjà la caractérisation du personnage de Fran qui va lancer la série, et tout ça est du coup aussi résumé dans le générique. Voilà. Et alors pour le coup, pour l'anecdote, je m'en suis rendu compte là quand j'ai écouté pour la première fois en VO, du coup il y avait la traduction du générique et j'avais jamais fait la traduction complète du générique. En fait c'est vraiment littéralement la scène qu'on vient de voir qui est chantée. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was just
just exactly what the doctor prescribed. Now the father finds her beguiling. Watch out, CC. And the kids are actually smiling. Such joie de vivre. She's the lady in red when everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing, the nanny named Fran. En effet, donc, quand on écoute attentivement les paroles du générique, ça résume tout à fait en fait la première scène qu'on vient de commenter. Ah, t'as tout le pilote dans le générique, c'est super. Et le générique, ce côté cartoon, il est incroyable. On va continuer, et là on va arriver du coup devant une maison. Et quelle maison? À toi, Junior. On retrouve Fran tout apprêtée en mode démarcheuse à domicile, en mode VRP. Elle prépare son baratin pour vendre des produits cosmétiques. Elle sonne à la porte et c'est Niles qui lui ouvre. Niles, c'est le maître d'hôtel en mode « Ah, une candidate pour la place de gouvernante ». Il dit à Fran qu'il l'attendait et Fran est doublement étonnée par ça et l'endroit immense et magnifique qu'est le domicile des Sheffield. Niles veut transmettre le CV, les références de Fran à Monsieur Sheffield, son potentiel futur patron, mais Fran veut gagner du temps et demande à Niles d'aller chercher afin de lui présenter son CV en personne. Niles s'est amusé par avance et dit « Ok, je vais faire ça ». Alors du coup, Delphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première rencontre avec un nouveau personnage? Et bien justement, on va un peu plus loin dans la caractérisation de Fran. On la voit habillée, tu n'as pas dit du tout comment elle était habillée. Elle avait un joli petit tailleur qu'elle met très souvent, en fait, donc veste, mini-jupe, léopard. C'est un peu un de ses trucs fétiches. Donc on la voit, elle est donc très sûre de son potentiel de séduction quand elle est habillée comme ça et tout ça. Et quand même un petit peu beauf dans ses réflexions. Et donc on découvre le majordome, Niles, qui est très sarcastique, qui fait des blagues, des petites piques par-ci par-là, un peu dans sa barbe et parfois vraiment de face. Et aussi, ce qu'on peut noter sur cette première séquence, c'est comment est faite la maison. Il faut s'en souvenir parce qu'après, à partir de l'épisode 2, la maison ne sera plus du tout placée de cette façon. À aucun moment on rentre par la porte de derrière, on rentre par la porte de devant. L'escalier est là, en fait, tout est un peu changé dans l'appartement. Donc ce sera vraiment le seul épisode où on aura aussi cet agencement de... Je dis appartement, non, de maison. Ouais, c'est ça. En fait, effectivement, là, c'est pas du tout la même organisation. Je pense que là, l'endroit par lequel elle est rentrée, ça doit correspondre à où donne la cuisine plus tard. Ouais. Voilà, où donne la cuisine. Enfin voilà, c'est un peu compliqué quand on regarde les épisodes déjà d'essayer de comprendre. Il y a une cuisine qui donne sur une salle à manger qu'on verra juste un peu plus tard, qui donne elle-même après sur le salon, et le salon qui donne aussi sur l'entrée avec un escalier. Ouais, exactement. Mais du coup, effectivement, faut pas se rappeler de celui-là parce que le plateau va complètement changer. Et effectivement, là, du coup, c'est la rencontre avec Niles. Du coup, Niles qui est joué, parce que je n'ai pas encore dit qui sont les acteurs qui jouent dans cet épisode, mais qui est joué par Daniel Davis, qu'on a pu retrouver, du coup, notamment récemment, dans Le Prestige. Pas si récent, mais c'est un peu plus récent que la série. Il a fait des épisodes de Columbo aussi. C'est ma passion Columbo. Bon, voilà, il a joué dans plusieurs films ou plusieurs séries. Je pense que c'est un de ceux... alors toujours dans des seconds ou troisième rôles, mais qu'on a peut-être plus pu revoir et faire un petit peu comme Leonardo DiCaprio dans Il était une fois à Hollywood. Hey, regardez, c'est lui, c'est Niles, je l'ai reconnu. Vous ne le voyez pas. Là, Junior le fait, mais on ne le voit pas. Voilà, vous ne le voyez pas, mais Junior a refait la scène. C'était très très bien. Donc Junior, et toi, qu'est-ce que tu pensais de cette entrée du nouveau personnage? Non, très rapidement, c'est ce qui me frappe tout de suite, c'est qu'on tombe dans le fameux quiproquo, grand classique des sitcoms, pour que Fran arrive potentiellement à mettre un pied dans ce lieu, voire dans cette famille. Et oui, c'est vrai que j'ai pas relevé la tenue vestimentaire de Fran. Parce que tout simplement elle est là pour choper un boulot et pas un mari. Tu vois la façon dont tu la décrivais. Si, ça va être le but de la série, oui. C'est qu'elle essaie de choper un mari. Mais moi je parle pour l'instant que des premières minutes où là elle cherche un job et à vendre ses produits de beauté. Et pour l'instant c'est pour ça que je focalisais plus sur cette première interaction incongrue où finalement elle va se retrouver à rencontrer ce monsieur Sheffield alors qu'à la base elle n'est pas là pour ça, quoi. Ça sera les quiproquos, un des ressorts comiques de la série. Jamais nous n'aurons une actrice pour ce rôle, jamais. Anne Miller a refusé, Julie Andrews a refusé, Judy Garland a refusé. C'est normal, elle est morte. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette liste? Détends-toi, mon chéri. Tu as besoin d'un massage. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur. Je vois que vous travaillez toujours aussi dur, Miss Babcock. Le théâtre a toujours été ma plus grande passion. Vous le démontrez d'une façon tout à fait convaincante à chaque instant.
Du coup, donc, on va continuer nos pérégrinations dans la maison des Sheffield et on va arriver du coup dans une nouvelle pièce, le bureau de Maxwell. Exactement, donc on arrive dans le bureau de Maxwell, donc on découvre enfin Maxwell Sheffield. On le sait pas encore, mais c'est un homme britannique plein de flegme, ça se voit tout à fait quand on le voit. Il est producteur à Broadway, ça on le sait pas encore non plus, mais je vous le dis. Il y a avec lui son associé, Cissy Babcock, donc une blonde pareille, tout en tailleur aussi, mais tu vois que la longueur de sa jupe est beaucoup plus longue que celle de Miss Fine par exemple. Et ils sont en train de chercher une actrice. Donc là, on arrive à voir la relation entre Cissy et Maxwell. Elle le drague, elle passe derrière lui pour le masser et tout ça. Et pareil, je pense que c'est le seul épisode où il se tutoie, dans la version française bien sûr. Et qu'à partir de je crois l'épisode 2, il se revouvoie. Donc c'est à noter aussi, parce que je trouve que ça fait une distance qui se recréera après. Parce que là, elle le drague, il y a vraiment quelque chose de très proche. Alors qu'en fait, avec le vouvoiement, il y aura vraiment un petit écart entre eux quand même. Donc elle arrive, elle lui fait un petit massage... Elle le drague en se disant, voilà, il faut trouver une nouvelle actrice pour notre nouveau show. Niles arrive, il fait une remarque à Cissy. C'est là où on apprend que l'ancienne nounou n'a pas tenu face à Brighton, qui a fait une fausse tentative de suicide, quoi. Un faux, bien sûr. Là, Cissy prévient qu'il y a quand même une réception très importante ce week-end dans la maison de Maxwell et qu'il ne faut pas que les enfants traînent dans ses pattes. Et là, on voit tout de suite que Cissy déteste les enfants. Mais elle se reprend en disant « Mais je les aime de tout mon cœur, bien sûr, parce que c'est les tiens et tout ça. Bien sûr, il faut pas froisser Maxwell si je veux réussir à le mettre dans mon lit. » Et donc voilà, on finit là-dessus. J'adore le raclement de gorge de Niles. Je suis là, arrête de le masser. Et oui, et du coup, donc, Junior, on peut te laisser du coup continuer sur le raclement de gorge. Et que se passe-t-il, Fanto? Qu'est-ce que tu as apprécié d'autre dans cette scène, à part le raclement de gorge j'ai noté, caractérisera Niles? Raclement de gorge numéro 1 de Niles pour souligner le mytho de Cissy. Tu les as tous comptés. Ouais, j'ai trouvé cette scène vraiment très drôle où on voit toute la répartie de Niles qui ne se laisse pas faire. Et on voit une Cissy, moi j'ai noté de façon plus affirmative que vous, qu'elle a mis le grappin sur Maxwell et souhaite organiser les choses comme ça l'arrange. Elle... Mais ça c'est vrai dans le premier épisode, mais ça devient plus vrai après en fait. Voilà, et c'est pour ça qu'ils se tutoient, parce que tu as l'impression qu'ils sont vraiment... qu'il y a un lien intime. Je ne sais pas si c'est arrivé au point de coucher ensemble, mais il y a un lien intime en tout cas entre les deux. Et tu as donné la réponse à ma question. D'ailleurs, je me demandais quel poste elle occupait, Cissy, auprès de Maxwell Sheffield. C'est son associée. Elle s'occupe beaucoup du truc financier, en fait, elle. Oui, c'est dit à un moment dans la série, dans le premier épisode, c'est dit que c'est son associée. Elle aimerait être bien plus, voilà. Et ils n'ont jamais couché ensemble, parce que de tous les épisodes, je crois à un moment donné, quand elle est enfermée avec Fran, elle dit on a failli quand ils étaient sur une île et finalement ça s'est pas fait. Donc non, ils ne sont jamais passés à l'acte. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la première évocation d'un des enfants Sheffield? Pour l'instant, on n'a pas encore vu, mais l'évocation de Brighton et d'un des nombreux problèmes des enfants Sheffield. C'est ça que j'avais noté, c'était ça. On voyait enfin une première apparition dite à l'oral d'un des enfants de Brighton, et que on se rend compte très vite que ça va pas du tout être très facile de s'occuper d'eux, que lui déteste tout ce qui est autorité et qu'il essaie de saboter tous les gens qui vont vouloir les aider, quoi. Et surtout que des gouvernantes ont jeté l'éponge tellement ça a été difficile. Alors est-ce clair. que Miss Fine aura les épaules? C'est toute la question que pose cette scène aussi de façon sous-jacente. Est-ce qu'elle aura les épaules? Comment est-ce qu'elle va se débrouiller? Comment est-ce que ce qu'on on a déjà pu voir d'elle va pouvoir du coup impacter les enfants et au final la famille, enfin et toute la maison? Comment ça va, comment les relations avec les interactions même avec tous les personnages vont se créer. Et du coup, on va le voir assez rapidement dans la prochaine scène où là on se retrouve en bas de l'escalier, donc qui n'est pas du tout à la bonne place pour le reste de la série, mais pour l'instant le bas de l'escalier est de ce côté. Et que se passe-t-il du coup en bas de cet escalier? Fran attend tranquillement dans le salon que Monsieur Sheffield arrive. Il rédige son CV comme elle le peut, je vous dis pas encore avec quoi. Un enfant tout jeune, ado, entre en simulant le fait d'agoniser. Il porte un uniforme ce qui nous indique qu'il va à l'école privée, peut-être l'école Stanislas, je ne sais pas. Il a un tournevis planté dans la poitrine et de la sauce tomate en guise de faux sang. Miss Fine ne bronche pas devant la chute au sol du petit, lui demande un stylo.
Enfin, Monsieur Sheffield arrive et présente son fils, allongé sur le sol, à Miss Fine. On apprend que c'est Brighton. Miss Fine reconnaît ce Monsieur Sheffield, qui fait partie d'un classement des 10 veufs de New York les plus convoitées du moment, lui présente ses condoléances avec un grand sourire quand même. Fran bloque sur les belles choses dans la maison, qu'elle appelle Bidule en VF. Il s'agit d'un Rodin, vous savez, le fameux penseur, que Sheffield s'empresse de lui enlever des mains car ça coûte un bras, ce Bidule-là. Fran présente son CV et précise qu'elle l'a écrit avec du rouge à lèvres. Bon, pourquoi pas. Brighton, toujours là, dit qu'il déteste cette gouvernante et se casse. Et son père lui dit en gros, non mais attendons de voir. Voilà un peu déjà pour cette partie. Du coup, Delphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie, sur la caractérisation, la suite de la caractérisation de Miss Fine et du coup l'entrée en scène d'un des premiers enfants? Donc voilà, Brighton, on en a entendu parler dans la séquence d'avant, et là, on le voit pour de vrai. Il refait le coup du faux suicide à une gouvernante. Elle, comme on avait pu un peu le voir, en a rien à faire. Tout ce qu'elle veut, c'est elle trouver un boulot et voir un peu ce qui peut se passer. Quand elle lui met taper un stylo, c'est trop drôle. Ce que tu as oublié de dire, Junior, c'est que c'est la première fois qu'on entend son rire. Parce qu'elle rigole quand Maxwell lui dit « Ah mais c'est écrit au rouge à lèvres ?» Et elle fait oui, et puis il dit « J'adore beaucoup la nuance », et là elle rigole. Quand Brighton lui dit qu'il la déteste, elle dit « Bien encore, tu m'as pas entendu chanter. » Attends de m'entendre chanter, puis là on peut en reparler. Et je reparle donc de cette blague qui est pas du tout la même en VO, quand il lui dit qu'il y a une liste de courses sur son CV. En fait en VO, c'est écrit... un truc est Queen the Mother. Il dit mais c'est quoi votre rapport avec la reine, la mère de la reine? Elle fait non, mais c'est ma mère, elle habite dans le Queens. Et donc là, ça caractérise un peu plus de là d'où elle vient elle, et donc c'est beaucoup plus drôle en VO. Et plus américain du coup. Exactement. D'où l'adaptation. Ouais, et donc là on voit un peu plus qui est Fran, on voit que elle fait beaucoup juste pour elle et qu'elle va, si elle est engagée, elle se laissera pas du tout bernée par les enfants. On sent que elle a fait déjà tout ce qui était possible de faire, et on va se rendre compte très vite dans la série qu'en effet. Donc c'est plutôt drôle d'avoir quelqu'un qui est anticonformiste comme ça, du moins qui ressemble pas du tout à leur ancienne nounou. On le voit directement. On voit que Brighton, ils sont en effet dans des écoles privées, que ça va être un petit chenapan, mais voilà, qui va avoir affaire à quelqu'un qui va pouvoir lui répondre complètement, quoi. Je crois que cette scène, elle est aussi là pour montrer aussi le paradoxe entre les deux mondes. C'est vraiment ils sont deux mondes antagonistes, quoi. Elle vient du Queens, c'est une enfant de la rue, elle a pu faire toutes les bêtises possibles et inimaginables, et eux c'est une famille très riche, très aisée, anglaise. Le rapport entre le fait des Anglais et des Américains, entre le fait qu'eux soient riches et elle pas du tout, on verra après où vit sa mère. Donc voilà, donc déjà aussi on continue à caractériser Fran, par aussi son rapport avec les objets, avec les bidules. On en apprend aussi pas mal sur elle, hein. Elle lit les magazines People, elle est physionomiste, oui. Elle retient parfaitement. Ouais, surtout quand c'est pour trouver un mari, ça c'est clair. Elle retient parfaitement les choses quand ça concerne l'argent, les puissants et les riches. Hein. Ça, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est en effet le début où on voit déjà cette lutte des classes sociales entre les deux qui va revenir quand même assez souvent, et surtout au moment où ils vont se mettre ensemble, où elle va jamais se sentir à la hauteur de lui en fait au niveau social. I'm Maxwell Sheffield. This is my son, the late Brighton Sheffield. Wait, I know you. Esquire magazine, New York's 10 most eligible widowers? My condolences, by the way. You read Esquire? When they list the 10 most eligible widowers, I do. Hi, I'm Fran Fine. Well, do come in. Oh, boy, do you have gorgeous tchotchkes. Beg your pardon? Your bric-a-brac, dust collectors? Ah, the Rodin, yes. Well, he was well known for his bronze tchotchkes. May I see your resume, please? Oh, yeah, sure. Crayon? Lipstick. Of course. And what a lovely shade. Concernant cette scène, là on a la première rencontre avec Brighton, voilà, et qui fait une redite de ce qui a déjà été prononcé sur le fait du caractère de Brighton, qui est, on va dire, un petit chenapan, et qui essaye du coup de terroriser toutes les nannies qu'il peut rencontrer, et un peu plus tard ses sœurs. Donc voilà, on essaiera plus tard dans la série de comprendre d'où ça vient.
Voilà, donc on continue à avancer sur la personnification, l'explication des personnages, la découverte des personnages. Brighton était vraiment dans une politique de déstabilisation de la nounou, quoi. Il a l'habitude de travailler à s'en débarrasser, donc c'était assez marrant comme move. C'est sa mission, on n'en veut pas, ça sert à rien, on les fait fuir, quoi. Une relation certaine, un peu difficile avec les femmes. Et de la femme adulte, est-ce que c'est lié à la perte de sa mère? La série nous le dira. Alors, et du coup, sur la deuxième partie de cette scène, comment est-ce qu'elle continue? Oui, Fran bloque sur les cheveux blonds de l'aîné, dont la couleur est impossible à obtenir avec la meilleure des teintures du monde. Brighton vanne sa sœur sur sa timidité et plus globalement son absence de personnalité une fois que sa sœur se casse dans sa chambre. Monsieur Sheffield demande à sa cadette comment se passe sa thérapie. Tu progresses bien avec le docteur, et la Grace lui balance qu'elle est remontée jusqu'à son enfance. Je rappelle que la gamine a quand même 8 ans et c'est déjà compliqué dans sa tête, ça promet. Brighton et Grace filent dans leur chambre et Brighton est en mode allez, on laisse père, c'est assez drôle d'entendre ça en VF, père avec la relou qui va gérer les problèmes des gosses des autres. Miss Fine, elle, est certaine qu'elle va bien s'entendre avec les enfants, mais Maxwell lui demande de partir. Il a besoin d'une gouvernante et pas d'une vendeuse en cosmétiques. Elle est sur le point de partir, mais le téléphone sonne. Niles, malgré les appels de Maxwell Sheffield, ne vient pas décrocher. C'est Fran qui décroche comme si elle était chez elle. Tiens, peut-être qu'on installe quelque chose. Maxwell prend le relais au téléphone et on apprend que c'est l'agence de gouvernante qui l'informe qu'il n'y aura personne de dispo avant lundi suivant. Or, Maxwell, il a besoin urgent de personnel pour ce week-end. Fran est sur le pas de la porte, elle a tout entendu et agite le bras en mode « Je suis là !» Maxwell demande si Miss Fine a de l'expérience avec les gamins. Elle dit « Bah oui mec, j'ai élevé les mioches de ma sœur pendant qu'elle était en HP, donc t'inquiète pas, tout ira bien. » On apprend que Miss Fine a grandi en banlieue, que Monsieur Sheffield, lui, est sceptique et veut chercher dans une autre agence, mais Fine se défend en mode Pardon, j'ai tout vu avec les riches, à part les faux suicides comme aujourd'hui. Le propriétaire des lieux finit par accepter et après un hug à Maxwell, Niles indique à Fran qu'elle va crécher dans cette belle demeure. Fran se réjouit à 29 ans de pouvoir enfin quitter la maison de ses parents et Niles ironise d'ailleurs sur son âge. Vraiment, Miss Fine, 29 ans. Alors du coup, Junior, qu'est-ce que t'as inspiré cette scène et cette première rencontre avec les deux filles Sheffield? On établit en très peu de temps, en gros, les caractères de l'une et d'autre. Il y en a une qui est torturée, limite névrosée, alors qu'on ne sait pas trop quel âge elle a, je sais pas, entre 6 et 8 ans. Et l'ado qui est timide, les épaules baissées, la tête baissée, qui ose à peine regarder son interlocuteur en face. Et puis, moi, ce qui m'a marqué aussi dans tout ce passage, c'est le contraste entre la Miss Fine, la Fran, sans gêne, et un Maxwell guindé et coincé. Et cette confrontation entre deux mondes qui commence à s'opérer. Du coup, c'est la première fois qu'on voit donc la petite. Est-ce que vous savez où vous l'avez déjà revue? Est-ce que vous l'avez revue dans une série? Californication. Tout à fait. Et avec un rôle... très très à l'opposé de ça. Hein. C'est ça. Elle apparaît dès la première saison de Californication et clairement c'est une nympho. C'est très très dur. Elle est totalement dévergondée et elle se tape quand même David Duchovny, donc Mulder d'X-Files, et elle lui colle un poing dans la tronche. C'est ça. Donc, tout ça sur le premier épisode où elle apparaît. Donc. Et c'était pour moi assez compliqué parce que du coup j'ai suivi toutes les saisons du Nounou d'Enfer et de la voir là et c'était dire mais non, d'habitude tu as 8 ans. Tu as des problèmes dans ta tête, certes, mais tu ne connais pas le sexe. Le sexe n'existe pas dans ta vie. Ça m'avait fait trop bizarre aussi la première fois que je l'ai vue là, grande, formée et tout. Et tu fais, mais non, comme quand c'est ta petite sœur, tu sais, mais non, tu ne couches pas avec les hommes, c'est pas possible. Et alors, du coup, pour revenir à cette scène, Delphine, qu'est-ce que toi tu as pensé du coup de cette première rencontre avec les filles Sheffield? Oui, ben voilà, Junior, tu l'as dit, on voit en 2 secondes, on voit complètement la personnalité des 2 filles. Et c'est marrant de voir Maxwell justement très mal à l'aise finalement avec ses enfants et surtout avec ses filles. Quand Grace arrive, il se pose juste à côté, les bras dans le dos, vraiment. Alors Gracie, comment s'est passée la thérapie? Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, t'imagines même pas à quel point je suis compliquée dans ma tête. Donc c'est très drôle. Et Maggie, voilà... Comme le dit Brighton, elle n'a pas de personnalité, elle a les cheveux, ses beaux cheveux certes, mais en arrière avec un serre-tête, une robe informe. Et il lui dit, regardez, comme ma sœur a zéro personnalité. Et Fran qui dit une phrase très drôle, on n'a pas besoin de personnalité quand on est une héritière. Et c'est que des blagues comme ça avec Fran, en fait, complètement toujours, pas se moquer, mais
mais donner son petit point de vue sur cette différence de classe sociale. Et donc voilà, voir Fran faire tout pour réussir à se faire engager, et sa joie quand elle y arrive enfin, parce qu'elle a toujours un argumentaire qui marche. Et on arrive à voir enfin la relation qui commence entre Niles et Fran, rien qu'avec ces petites phrases, vraiment Miss Fine, 29 ans, et ce petit regard vers la maison pour dire je crois que je vais être pas mal ici en fait. Donc cette séquence est vraiment très, très, très sympa, et elle pose déjà pas mal de jalons pour la suite. C'est effectivement la fin de la scène qui installe la connivence qui existera entre Niles et Fran pendant tout l'épisode et toute la série. Et après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de montrer déjà, on est sur des archétypes différents d'enfants, quoi. Il y a le petit garçon qui a un problème avec la représentation d'une femme adulte, voilà, et d'une nanny, voilà, il veut pas avoir de gouvernante. Et de l'autorité en général, voilà, en fait. De l'autorité, la petite fille avec multiples personnalités, celle qui est plutôt fade. Qui n'en a pas. Voilà, qui va avoir du coup les interactions possibles. On commence à voir ça, et on continue aussi sur les petites phrases, ce que vous disiez, là, les petites phrases. En fait, c'est un peu des commentaires, c'est assez étrange en fait. C'est toujours des commentaires drôles, ce qu'elle peut faire Fran là sur dire on n'a pas besoin de personnalité quand on est une riche héritière, mais c'est des commentaires en fait qui sont clairement à destination du public, mais qu'on ne fait pas du tout dans la vraie vie. Enfin, jamais tu fais ce commentaire-là quand tu as ton patron. Tu dis, en fait, votre fille, elle n'a pas besoin de personnalité. De toute façon, elle est riche. Donc, c'est assez drôle, en fait, de voir ça. Oui, on se croirait dans Molière quand les deux personnages d'à côté parlent très, très c'est fort, ça. Mais avec les personnes à c'est côté. ça, ils chuchotent. Et tout ça sans regarder la caméra, sans briser le quatrième mur. Ça n'existe pas dans cette série, ouais. Au final, c'est ce qu'ils font, en restant quand même sans briser le quatrième mur, mais au final, ils nous parlent quand même... Ils parlent au public sans le faire, quoi. C'est assez bien fait, quoi. Voilà, après cette scène et du coup le recrutement légèrement forcé de Fran, première journée de travail de Fran avec cette scène de petit déjeuner. Donc on se retrouve dans la salle à manger qui est à la bonne place, où tout est comme ça restera dans le reste de la série. Et on se rend compte que tout le monde est habillé correctement, ils sont déjà tous prêts à aller travailler ou aller à l'école, sauf Fran, évidemment, qui arrive en pyjama dans la cuisine, qui salue tout le monde, qui s'interroge pourquoi tout le monde est déjà prêt alors qu'elle est en pyjama. Elle se demande aussi où est-ce qu'elle peut manger, et on lui dit gentiment que d'habitude, les gouvernantes mangent toutes seules dans la cuisine. Et elle dit non, ça va pas du tout être ça, on est une famille, donc on va manger comme ça. Elle prend une chaise, elle s'assoit à côté de Monsieur Sheffield. Que va-t-il se passer ? Donc elle s'assoit à côté de Monsieur Sheffield pour déjeuner et commence à entamer la conversation sur ce qui va se passer, notamment sur la réception, sur le fait que les enfants ne sont pas invités à la réception, et c'est donc pour ça que Monsieur Sheffield avait besoin d'une gouvernante expressément pour ce week-end, pour garder ses enfants parce qu'ils ne peuvent pas aller à la réception. Brighton est toujours méchant, fait toujours des commentaires sarcastiques sur toute sa famille. Delphine, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier petit déjeuner en famille, on va dire ? Et bien donc justement, on découvre un peu plus le mécanisme de cette famille. C'est une famille coincée, riche. Dans toutes les autres séries un peu familiales, le petit déjeuner, ça se prend dans la cuisine. Là, on est dans une salle à manger, tout le monde est bien habillé, tout le monde est assis, ils mangent proprement et tout ça. Et arrive cette tornade en peignoir et en chaussons, on dirait moi, quoi. Et qui... J'adore cette émission quand on découvre des choses sur la vie quotidienne des chroniqueurs. Et donc Fran qui est complètement... pas hors sujet, mais pas du tout à sa place. Donc elle arrive avec son peignoir à fleurs qui va se servir. Ah, un buffet, mais c'est trop bien. Et Niles lui fait d'ailleurs une petite pique, mais vous savez que vous pouvez vous resservir en fait. Il y aura personne pour vous envoler. Et on découvre ce dont tu n'as pas parlé, en fait, aussi, la relation que Max peut avoir avec Sissi. Où là même, Maggie ose dire quelque chose en disant oui, Sissi, c'est la lady friend de papa. Et donc là, il dit non, c'est mon associé. Et elle appelle justement, et donc ils se retrouvent avec les enfants. Et ils parlent du fait qu'ils aimeraient bien participer à la soirée, mais qu'ils n'ont pas le droit. Leur père jamais leur laissera la place. Et donc, voilà, Fran, on sent qu'elle a déjà une petite idée en tête. On sent déjà qu'elle va commencer à bousculer ce quotidien un petit peu trop tranquille et un petit peu trop coincé, quoi. Et toi, Junior, du coup, quelle impression aussi sur ce petit déjeuner avec cette tornade ? Ouais, dans cette scène, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle veut établir un lien avec la famille. Elle ne veut pas
Comment ça, la gouvernante précédente allait manger à part dans la cuisine ou je ne sais plus dans quelle pièce, et elle refuse, elle s'installe autour de la table. Ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Fran, c'est qu'elle a le souci d'être toujours dans la proposition, dans l'offensive, mais dans le fait de proposer, d'être dans le partage, de transformer, mais dans le souci d'améliorer un peu ce quotidien et le rendre différent pour les enfants, mais aussi quelque part pour le père et pour elle indirectement. Quand elle se soucie du programme du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sortir dans le parc, traîner à la maison? Déjà, elle endosse ce rôle de nounou quelque part et de voir comment elle peut s'occuper de tout au point parfois de jouer de son réseau à elle et de dire ah, vous cherchez un traiteur, Maxwell, mais je peux vous caser ma sœur pour venir le faire si vous voulez. Enfin voilà. Et c'est vraiment l'image d'ailleurs de la femme, on en parlera plus tard, qui est Fran Drescher. Elle est toujours dans le souci de batailler pour obtenir un peu, imposer doucement mais sûrement ses idées en disant mais vous verrez, il y aura une amélioration. Et ça, c'est très sympa à observer. Oui, elle est très famille, son côté famille juive très nombreuse. De toute façon, on va voir toute sa famille défiler pendant toutes les saisons. Et oui, c'est exactement ça. C'est les rapprocher, faire que leurs enfants se rapprochent de leur père et surtout que leur père se rapproche des enfants, en fait, parce que ça, elle ne comprend pas du tout cette relation. Alors, les enfants, pour aller à cette belle soirée, qu'est-ce qu'on va se mettre? On n'est pas invités. D'ailleurs, vous non plus. Mais voyons, c'est votre père qui la donne, bien sûr qu'on est invité. On va s'amuser, on va danser, Maggie amènera son chéri. Maggie n'a pas de chéri. Ah bon? Les garçons savent pas que j'existe. Ah si, ils le savent et c'est pour ça que t'as pas de chéri. Voyons, mais pourquoi est-ce que tu es si méchant, Brighton? Parce que puberté oblige. Merci, Dr Freud. Allons, ça suffit. Arrêtez maintenant tous les trois, vous êtes une famille unie. On va à une réception ce soir et on a un tas de choses à faire. On va aller faire les boutiques, acheter de jolies choses, se poponner. Je vais te trouver une robe, je te garantis un look d'enfer. Bien, je monte m'habiller vite fait, bien fait, et c'est parti. Tiens, je vais emporter ça. Je déteste gâcher. Là, on est encore sur cette scène de repas, de petit déjeuner. On est sur les antagonismes. Tout est bien carré, ils sont habillés, ils sont autour de la table. Chacun a sa place sur ce qu'il doit faire, pas parler, etc. Et elle arrive et elle va tout bousculer. Et pourtant, elle va bousculer pour aller, comme tu disais, Junior, pour aller vers le mieux. Parce que pour l'instant, ça pourrait être un petit déjeuner d'entreprise, où tout est froid, où les seules relations... Voilà, c'est pour ça que Brighton, il est comme ça. Il a des relations où il prend pas en compte les émotions des autres quand il va faire une pique, parce qu'il essaye, du coup, d'apparaître un petit peu pour le remarque, alors que tout est carré. Et on voit aussi que... Maxwell, en fait, il comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on lui dit que Sissi, c'est sa petite amie, ou la femme qui est de son intérêt, il recadre en disant non, c'est ma partenaire, ma collègue de business, voilà. Parce que pour lui, c'est clair que c'est ça, mais il se rend pas compte que pour Sissi, en fait, tout ce qu'elle a envie, et pendant de nombreuses saisons, qu'elle a envie, c'est de le choper, quoi. Si, il s'en rend compte, il veut juste pas le voir non plus. Oui, voilà, mais il reste parce que il sait pas gérer ses émotions, et là, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que tout est fait pour qu'il ait pas besoin de gérer ses émotions. Voilà. Alors peut-être qu'après, il essaye, il faudra revoir toute la série, mais de se protéger parce qu'il a déjà perdu sa femme, mais... Puis c'est son côté anglais aussi. Ah oui, on est toujours sur la confrontation entre les Anglais et les Américains, quoi. Et les Juifs américains, du coup. Oui, voilà, avec c'est la famille, et il y a toujours, en tout cas dans les représentations qu'on a dans la série, toujours des familles nombreuses avec des gens qui ont des métiers et des situations improbables. Sinon, j'ai noté aussi que leur petit-déj faisait bien plus envie que les petits déjeuners dans les Mystères de l'amour. J'étais sûre que t'allais dire ça. T'es vilain. Ce n'est peut-être pas le même budget. Oui, tout à fait, déjà. Voilà, pas un même budget petit déjeuner. Après cette séquence de petit déjeuner et en vue de la préparation, pour l'instant toujours non autorisée, de la réception, pour les enfants en tout cas, on va se diriger assez étonnamment vers l'ancienne boutique de Fran. Et que va-t-il s'y passer, Delphine? Donc on arrive donc dans cette super boutique de robes de mariée. Danny n'est pas là. Fran retrouve donc sa meilleure amie Val. Ça nous permet de rencontrer donc ce personnage un petit peu plus longtemps que sur la première séquence. On a Fran qui est en train de discuter avec Maggie pour essayer de voir un peu quels sont ses goûts. Elle lui tend une robe rose infâme.
Et elle lui dit, mais t'as des couleurs préférées et tout. Et elle dit, beige. Donc c'est pour montrer à quel point cette jeune fille a de la personnalité. Elle est complètement transparente comme cette couleur. Elle va voir Gracie et elle lui dit, ça va. Et la gamine est complètement perdue. Elle dit, je me sens vide et seule. Ok. Et donc elle va voir Val, elle fait « Ah non mais ce boulot, je te jure, ça va me tuer. » Mais elle commence à lui montrer, elle lui dit « Mais alors vas-y, Val, elle lui demande, elle dit « Vas-y, raconte-moi tout, ce nouveau boulot, ton patron, la maison. » Donc elle dit « Attends, j'ai apporté des photos. » Fran et les photos, ça va être un truc récurrent sur toutes les saisons du Nounou d'Enfer. Et donc elle arrive, elle lui montre son patron, elle fait « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce que c'est que tous ses cheveux ?» Il fait « Ouais, ils sont tous à lui en plus. » C'est que des petites réflexions toujours comme ça en fait tout le temps. Et qui a un majordome, il s'appelle Niles, et donc Val est complètement époustouflée par la nouvelle vie de Fran. Et donc elle commence à expliquer un peu comment sont les gamins. Donc voilà, Maggie, elle a pas de personnalité, Gracie, elle a trop de personnalité, et donc elle cherche Brighton, qui est la tête sous un mannequin en train de voir s'il est anatomiquement correct. Donc ils se rencontrent, ils se disputent, Brighton renvoie encore une pique à sa sœur, et là, Fran qui lui dit « Non mais arrête de t'en prendre à ta sœur. » Et là, il dit, pourquoi ? Parce qu'on est une famille. Et donc là, tu dis, normalement, une personne, une vraie nounou te dirait, oui, vous êtes une famille, c'est hyper important, la famille. Et là, elle dit, oui, mais surtout que quand ton père il sera vieux, tu seras content qu'il aille chez elle. Et donc, c'est toujours ce genre de conseils très pratiques qu'elle va donner aussi tout du long de la saison. Des trucs pas du tout orthodoxes, mais juste très pratiques. Et donc voilà, ça nous permet de voir un petit peu les nouvelles facettes de Miss Fine dans sa façon de faire son travail. Et j'ai juste une blague qui marche beaucoup mieux en VO qu'en VF aussi, pardon, je rebondis là-dessus, où elle lui demande, mais d'ailleurs, il est où Danny ? Et dans la version française, il se remet les vertèbres, c'est nul. Alors que dans la version anglaise, il se fait épiler le dos, on en a pour la journée. Et c'est quand même vachement plus drôle. Effectivement. Et pour toi, du coup, Junior, qu'est-ce qu'elle apporte, cette scène, pour le pilote ? Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que Miss Fine, elle est tout de suite impliquée et elle s'emploie à savoir rassurer les gamins, à garder son dynamisme, à rester positive, à canaliser les énergies aussi des gamins. Je trouve que toute cette scène-là, elle est là pour nous dire à quel point, finalement, elle assure pas si mal que ça. C'est plein de promesses, plein de bonnes promesses qu'elle est en train de mettre en place. Elle se démerde plutôt bien. Effectivement, oui, on est en train de voir, ça continue un peu ce qu'on avait vu sur les scènes précédentes, c'est que elle va avoir une méthode de gouvernante qui est toujours en décalage, en fait, avec ce qu'on pourrait attendre d'une gouvernante classique, qui est censée rassurer les enfants, essayer de les comprendre un par un. Non, elle va leur donner des conseils pratiques par rapport à elle, la vie qu'elle a pu avoir, et pour aussi les faire entrer dans un peu le monde réel, parce qu'ils sont un petit peu dans un monde irréel, on va dire, parce que ils sont riches et que en fait, après la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, c'est pas du tout la vie que elle a vécue. Dans leur bulle, quoi. Ils vivent dans leur bulle à eux. Tout à fait. Voilà sur cette scène qui était assez courte, et du coup cette scène donc qui préparait la réception, enfin, dont on nous parle déjà depuis un petit moment dans cet épisode. Et du coup, on arrive à la réception. Maxwell dit à Sissy Babcock qu'elle est très belle. Pour lui, tout se passe bien, le buffet est au top, la musique est parfaite, les invités sont super riches. Niles rejoint les deux pros de la comédie musicale pour l'informer que Miss Fine veut lui parler. Monsieur Sheffield se demande elle est où ? Et en fait, elle se situe en haut de l'escalier dans une sublime robe longue, rose, fendue et moulante, façon Betty Boop, pour celles et ceux qui ont la ref. Bref, elle fait une entrée remarquée, Maxwell est subjugué, mais pas Sissy qui se demande « mais c'est quoi ça ?» L'orchestre présent dans la réception joue à ce moment-là, comme par hasard. Maxwell la trouve époustouflante, Sissy est jalouse. Fran annonce que les enfants sont prêts pour la réception et Sissy vanne Fran, chose qu'elle aura d'ailleurs l'habitude de faire tout au long de la série. Maggie et Brighton arrivent à leur tour avant même que leur père n'ait pu dire ouf, et ils ont trop la classe. Petite robe du soir pas chère pour Maggie, et pour notre méchant Brighton, il porte un joli costard et se retrouve dans la foulée palpé par son père qui a activé le mode agent de sécurité. Maggie arrive dans une très jolie robe noire et turquoise. Elle rappelle à Maxwell à quel point elle ressemble à sa défunte épouse. Finalement, les enfants peuvent se mêler aux personnes présentes dans la réception, mais Maxwell prévient discrètement Fran qu'on va en reparler, vous et moi. What's that? That's the nanny. Hey, hey, the lady in red. The fellas are crazy about the lady in red. Look at that dress. Maxwell. You look nice, too. I said that. Handsome. You said handsome. You like? I borrowed it from my cousin, Miss Long Island, 1989. A very good year.
I just wanted to tell you the children are ready For what? to come to the party. Miss Fine, the children are not invited to the party. They're not? Oh, is my face red? Well, now it matches the rest of you. Oh, there's that rapier wit we've come to count on. Yes, well, now we've all met each other, why don't you go back upstairs and inform the children they can't come? Hi, Daddy. Miss Fine, you play dirty. Hello, sweetheart. Do you like my party dress? Loman, 70% off. Lors de la présentation des enfants de Maxwell, on apprend que Maxwell a convié ce monde pour parler de sa prochaine création en termes de comédie musicale et qu'il a fait venir des financeurs potentiels pour ça. Mais avant ça, il présente ses 3 plus belles créations, ses enfants bien sûr, qui le rejoignent. Fran veut faire une photo du père, Maxwell veut l'envoyer bouler, mais comme un invité lui glisse un chèque dans la poche, finalement, allez-y, prenez une photo. Miss Babcock prend un verre auprès d'un charmant jeune homme serveur, retenez bien cette info, et attaque Miss Fine en mode « Calme-toi meuf, ici t'es pas dans ton élément, donc je t'invite à en faire un peu moins, ok ?» Fran dit qu'elle est habituée à ce genre de situation, surtout quand son oncle avait pour habitude d'organiser des bar mitzvahs. Voilà, sur effectivement cette scène qui est un peu longue, enfin, il se passe beaucoup de choses en fait dans cette scène. Delphine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de changer dans cette scène par rapport à ce qui nous avait été présenté? On a déjà un petit rapport de force qui s'échange, c'est-à-dire qu'on voit Fran qui commence à manipuler Max doucement quand il lui dit ah mais les enfants sont prêts, mais comment ça, j'avais dit non, et puis qu'ils arrivent déjà, et elle fait ah ils sont déjà là, ah pardon, je me rendais pas compte et tout. Et donc là on voit et ça va être sa façon de fonctionner tout le temps, c'est-à-dire le prendre, faire l'ingénue alors qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. On a Grace qui commence à apprendre de Fran quand elle lui dit t'as vu ma robe, elle est trop belle, on l'a eu vraiment à 50%, c'est trop bien. Donc il va lui donner tous ces petits tips de personnes moins riches. On voit la jalousie de Sissi, donc on sent à quel point elle a accroché, que ça fait 1000 ans qu'elle essaie de le pécho et en fait qu'elle n'y arrive pas. On voit pour la première fois cette descente de Fran qui sera de toutes ses tenues, fera tout dans chaque épisode une descente d'escalier, et donc on a cette première robe avec en effet accompagnée par le piano qui chante The Lady in Red. On a d'autres choses qui commencent à se reposer dans cette séquence, un rapport de force différent, un peu plus les enfants, Sissi qui est jalouse, Sissi qui envoie des pics. La relation qu'elle va avoir, mine de rien, Fran et Sissi, ce conflit un petit peu pour le même homme, c'est un grand classique. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Pour continuer sur cette scène, Junior, tu nous as parlé du serveur. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà repéré qui était le serveur? Après, on va voir le rôle qu'il a plus tard, mais alors, est-ce que tu peux nous dire qui il était et dans quoi est-ce qu'il joue? Alors, il est crédité comme étant Jimmy Marsden, mais nous on connaît plus âgé sous son nom complet, James Marsden. Et en fait, pour citer la référence la plus récente dans sa filmographie, vous pouvez le voir dans, du coup elle me sort elle quitte mon esprit. Sonic. Une série Netflix en fait que j'avais en tête. En termes de film, on le voit dans Sonic. Ah oui, tu es dans très récent. Ouais. Et il a fait mieux que ça quand même. Hein. Ah ben voilà, c'est Dead to Me en fait, dans Dead to Me, où il joue un rôle qui va se dédoubler pour penser qu'il n'incarne qu'un personnage, en fait il en incarne un deuxième. Donc dans Dead to Me, qui est une série Netflix avec Christina Applegate notamment. Et donc je disais du coup au cinéma, donc là Sonic, et le rôle pour lequel il est sûrement le plus connu, effectivement c'est Cyclope dans la première trilogie X-Men. Il joue aussi le rôle de Teddy dans Westworld. Oui, mais bien sûr. Et donc, sur cette scène-là dont tu nous as longuement parlé, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette scène? Qu'est-ce qu'elle pose comme base pour la série? Comme c'est Franck le chef, il a le droit de dire que j'ai trop long. En plus, t'as fait super vite, je trouve. Hein. Non, j'ai pas dit que c'était trop long, c'est pas vrai. J'ai dit que la scène était longue et qu'on a découpé comme ça en plus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, non, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est toujours dans le travail de sape de Fran, qui veut toujours bousculer les choses. Oui, c'est censé se passer sans vos enfants. Si, vous allez passer du temps avec vos enfants, Maxwell, que ça vous plaise ou non. Et puis on installe aussi son côté que je ne voyais pas quand j'étais gamin ou même pré-ado ou quoi, que c'est une femme terriblement belle et sexy en fait, et qu'elle a la classe. Tu voyais pas, sérieux? Non, franchement non. Dans les séries que je regardais sur M6 à l'époque, des filles que je trouvais terriblement sexy dans les séries, je pensais pas à Fran Fine, non. Je pensais à Charmed, je pensais à Buffy, je pensais à Jessica Alba, mais non. 29 ans, ça faisait un peu vieux. Oui, c'est ça, c'était trop vieux pour toi. Plus jeune. C'est ça ce que j'ai beaucoup aimé. Après, les petites piques qui sont toujours habilement envoyées. Puis on apprend aussi dès cette scène-là
commencé à gentiment détester Sissy Babcock. C'est installé joliment et drôlement juste ce qu'il faut sans être hilarant pour autant. C'est ça, et on comprend déjà en fait que forcément que Sissy a déjà perdu. C'est déjà foutu, vu la tête que fait Maxwell sur la descente d'escalier, qui sera reprise de nombreuses fois dans la série. Mais celle-là, la première avec la robe rouge, elle est à tomber par terre quand elle arrive. Effectivement, à l'époque, je pense que je ne m'étais pas autant rendu compte qu'effectivement, elle est vraiment très très belle quand elle arrive là. Mais aussi, pas du tout à sa place, parce que normalement, la gouvernante, elle est censée juste s'occuper des enfants et être quasiment invisible, alors que c'est elle, évidemment, qu'on voit le plus, quoi. Quand elle arrive... on voit qu'elle, quoi. Et après, on voit les enfants, et voilà, et on commence à voir aussi le changement de relation que Maxwell avec ses enfants grâce à elle, que déjà, rien qu'en la faisant changer d'habit à Maggie, il se rend compte qu'en fait, sa fille, elle ressemble à sa femme, quoi. Donc, je peux me rapprocher d'elle parce qu'en fait, je peux avoir des émotions, je peux être connecté à mes enfants émotionnellement, voilà. T'es bizarrement tourné ta phrase, hein, parce que tu dis il ressemble à sa mère, je peux me rapprocher d'elle, et là tu fais non. Et je m'en suis rendu compte en le disant, et je me suis dit non, en fait, il y a absolument pas du tout ça dans cette série. Non, c'est dans le sens où l'armure se fend, tu veux dire, parce qu'enfin il laisse parler ses émotions, Maxwell. Voilà, tout à fait. C'est ça, c'est l'armure qui se fend et ouais, pas autre chose. On continue là où du coup les invités sont partis et on va avoir les réactions des personnages qui restent. Donc voilà, les invités partent et là on a Maxwell et Fran à la porte en train de dire au revoir à tout le monde, comme tu l'as dit. Mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? C'est une nounou, elle n'est pas maîtresse de maison. Et derrière t'as Sissy qui est complètement dépitée dans un canapé et qui fait non mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Max reconnaît que c'était en effet une très bonne idée d'avoir fait amener les enfants, que ça leur a permis de gagner de l'argent et tout ça. Il va déposer son chèque dans son bureau. Et là, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Sa fille en train d'embrasser Eddie, le serveur. Donc là, patatras, tout s'écroule, grosse dispute. Il retourne, il court jusqu'au salon. Une grosse dispute commence à se passer. Mais ma fille, t'es trop jeune, tu ne peux pas faire ça. Fran arrive et dit mais qu'est-ce qui se passe? Il lui fait... mais j'ai embrassé un garçon, et elle, au lieu de la disputer, c'est « T'as embrassé un garçon, ton premier baiser, attends, mais c'est super, je vais prendre une photo, bien sûr. » Et donc là, Max lui dit « Non, mais tout est de votre faute, Maggie, retourne dans ta chambre. » Et donc la confrontation entre Fran et Max, où c'est là où on voit qu'elle commence déjà à prendre sa place à cœur, parce qu'elle défend comme si c'était vraiment sa fille, genre « Mais vous êtes en train de gâcher un moment important de sa vie. » Il fait « Non, mais ma fille, c'est encore une petite fille. » Et là, elle lui dit, elle ose sortir de son rôle, elle lui dit vraiment « Non, c'est pas une petite fille, c'est votre fille, et il faut quelqu'un pour la guider, parce que vous n'êtes clairement pas là pour la guider, quoi. » En plus, le montage est plutôt bien fait, c'est entrecoupé de Sissy qui commence à se revigorer à chaque fois qu'ils se disputent, c'est « Ah, je me sens beaucoup mieux, ah, mais je sens que cette soirée, finalement, va finir beaucoup mieux que ce qu'elle a commencé. » Et donc voilà, grosse dispute entre Maxwell et Fran, et Maxwell lui dit « Non, mais c'est bon, vous êtes virés. » Et donc là, petit rappel à la première séquence, où il dit « Non, c'est moi qui démissionne. » Elle claque la porte, et elle revient, elle fait « Non, en fait, vous me virez, comme ça j'aurai des indemnités. » Et elle se barre, et fin de la séquence, et c'est trop triste. C'est tristement drôle. Oui. C'est ça, c'est tristement drôle avec cette fin de séquence qui rappelle du coup le pré-générique de la série. On commence à voir en fait ce qui va se passer après, c'est qu'il va avoir des redondances en fait à chaque fois pour que ça soit drôle. Hein. C'est du comique de répétition à fond en fait. Voilà, ce comique de répétition, c'est pas superflu, mais il va y avoir ce comique de répétition, on fait un gag et puis on le refait. Il est encore drôle la deuxième fois, mais en plus il est drôle parce qu'on se rappelle qu'elle l'a déjà fait une fois. Et en plus la blague va aussi rappeler quelle est sa situation. Parce qu'elle s'est, comme tu l'as dit, elle s'est investie, elle commence déjà à s'investir dans son rôle, même au-delà de son rôle, plus comme une grande sœur ou comme une maman pour les enfants. Mais à un moment, elle est quand même rattrapée par sa réalité financière. Dire, du coup, là, si je suis viré, il faut quand même que je gagne des sous. Donc, et comme sur la séquence d'avant, on a vu qu'il commençait à fissurer sa carapace Maxwell, mais là, elle s'est vite rétablie après le bisou, effectivement, et on voit qu'il est quand même assez rigide et qu'il a du mal, on comprend encore plus qu'il a du mal à comprendre ses enfants. Et du coup, vous, donc, Junior, qu'est-ce que toi, du coup, tu as vu dans cette scène, à part, du coup, qu'on reconnaît maintenant James Marsden?
J'ai noté des choses en vrac. J'ai noté genre Sissi boit du petit lait. Non, du champagne. Du whisky Je qu'elle se boit. sent beaucoup mieux, visiblement. Ah, c'est du whisky en plus. Tu reconnais bien le verre. Ouais. Non, parce qu'elle en boit très très souvent dans la série. Encore un trait de personnalité donc de Je suis Delphine, Vosgienne, que hein. vous pouvez noter, amis auditrices et auditeurs. Non, j'ai noté ça. On manque un peu plus, enfin la communauté dont fait partie Fran Fine dans la vie, communauté juive, on glisse ça en tout cas comme info. Et j'ai relevé également que, elle en parlait déjà avec la bar mitzvah, mais encore là, en fait toute cette scène est une construction, une succession d'événements pour inclure un moment de rupture, ferme et précise, mais une rupture qui évidemment prépare une éventuelle future réconciliation entre les deux personnages principaux. Et c'est tout l'intérêt en fait de tout ce qui a été escamoté dans cette scène, quoi. Vous vous chargez de l'aspect émotionnel de l'éducation de ma fille, mais n'avez pas à vous en occuper, et en plus c'est votre faute. Laissez-moi gérer, allez-vous-en. Évidemment, on se doute bien que potentiellement, Maxwell pourrait changer d'avis. Le côté sur la faute, souvent après ça reviendra dans les épisodes, du coup tout ce qui se passe, ça va sortir du cadre pour Maxwell, et forcément en fait c'est toujours la faute de Fran. Oui, après c'est la seule à s'investir, lui il fait rien, donc c'est facile que ce soit pas sa faute. Et du coup pour toi Delphine, donc, qu'est-ce qu'elle apporte cette scène sur l'installation des personnages et... Oui, ben voilà, c'est ce que je disais, on voit vraiment comment au bout de juste une journée, Fran s'est déjà hyper investie en fait dans l'éducation des enfants, et que donc voilà, qu'elle prend vraiment les choses très à cœur. Petite chose aussi, je trouve que Maxwell il réagit toujours très fort en fonction de ses filles, mais beaucoup moins en fonction de ses garçons. On est vraiment dans l'éducation à l'ancienne, où les filles ne peuvent pas avoir de petits copains, mais son garçon, je me rappelle très bien la fois où il a une copine, ah mais c'est incroyable. Ça c'est très années 90, non merci quoi. Donc c'est cette classe sociale aussi qui fait ça. C'est ce que je disais, c'est hyper hypocrite de remettre toute la faute sur Fran alors que lui ne fait rien du tout, et limite il veut même pas les voir en fait, pour pas qu'il soit dans ses pattes et pour qu'il fasse ses affaires tout seul. Donc là pour une fois ils sont là, ouais, ils se sont rapprochés, et bam il y a un petit peu de travers, et tout d'un coup c'est la faute forcément des autres et jamais la sienne. Il se remet pas en question, il se remettra en question au bout d'un moment, et que oui, pour lui ça reste toujours des petits enfants, il a pas vu du tout Maggie grandir. Et ça lui fait un petit électrochoc de voir tout ça, en fait, de voir cette évolution. Et Fran lui fait voir fois 1000, accélère fois 1000 l'éducation de ses gosses, en fait. Vous! Moi? Oui, vous! Tout est arrivé par votre faute. Oui, là je me sens beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce que vous avez fait, vous avez pris une innocente petite fille et vous l'avez transformée en une espèce de... C'est une jeune fille. Mais non, ce n'est qu'une toute petite fille. Revenez sur terre, je vous dis, moi, que Maggie est une jeune fille. Ça n'est pas un objet qu'on pose sur une étagère. Elle ne fait pas partie de votre collection de bidules. Elle va continuer à grandir, croyez-moi. Et il faut bien lui donner un petit coup de main. Oh, vous n'avez aucun sens. En réalité, ce n'est pas votre enfant. Exact. Et si c'était le cas, elle ne serait pas en ce moment en train de sangloter sur son lit sur ce qui aurait pu être une mémorable et très jolie expérience. Merci de prendre tout ça tellement à cœur. Vous êtes trop aimable. Vous êtes renvoyé. Renvoyé? Quoi, après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est comme ça que vous me remerciez? Vous ne me renvoyez pas, Maxwell Sheffield. C'est moi qui démissionne. Non, c'est vous qui me renvoyez. Comme ça, je pourrais toucher des indemnités. On a avancé un petit peu là, du coup, dans l'épisode sur les différents personnages, et il y a un personnage dont on parle depuis un certain temps qui est Niles, et la scène suivante, du coup, c'est là où on va aussi travailler, découvrir un petit peu quelle est la relation, au-delà de la relation strictement professionnelle entre le maître d'hôtel et le propriétaire de la maison, puisqu'on arrive du coup dans le bureau après la réception, où du coup Maxwell est toujours furieux de ce qui s'est passé, et du baiser et de ce qui s'est passé avec Fran. Niles, du coup, reconduit gentiment, sarcastiquement, très sarcastiquement, Sissi, en disant qu'il a reconduit, qu'il a appelé la Ligue des anti-alcooliques et qui, du coup, la récupéreront lundi matin. Voilà. Et on voit que Maxwell commence à réfléchir et qu'il mange un sandwich. Et Niles, très subtilement, lui dit effectivement, c'est exactement ce qu'il vous fallait. À ce moment-là, c'est ce qu'il vous fallait. Et après un petit temps quand même, Maxwell comprend, dire mais en fait, vous me parlez pas du sandwich. Et il dit non, effectivement, je vous parle pas du sandwich. Donc dans ce que deviendra Niles, effectivement, c'est un conseiller, c'est un membre aussi à part entière de la famille qui va conseiller Maxwell et qui va être important pour lui, en lui faisant remarquer du coup que ce que lui a vu comme une catastrophe, c'est pas tout à fait
une catastrophe en fait, et que peut-être qu'il faudrait qu'il réfléchisse encore et que ce sandwich était plutôt bon pour ce qu'il avait. Et donc du coup, vous, comment est-ce que vous avez vu donc peut-être Delphine, comment est-ce que tu as vu déjà un peu plus le développement de ce personnage de Niles Oui, c'est ça, on voit vraiment qu'en fait, il a une vraie relation avec Maxwell. On saura plus tard en fait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont gosses en fait. Mais c'est vraiment une relation plus qu'employé-employeur. Et d'ailleurs, vu comment Niles il lui parle, oui, c'est plus que ça. Des fois, il ose vraiment le remettre à sa place. Il lui dit des choses qu'un employeur devrait jamais dire. Et ça va être le problème de Maxwell, c'est que tous ses employés lui parlent vraiment pas du tout comme un employeur. On voit vraiment, voilà, à chaque fois que Niles parle de Sissy, on voit déjà qu'il fait toujours des pics. Donc c'est aussi le début de cette relation qui va durer toutes les saisons. Ce jeu du... Je veux pas spoiler pour ceux qui n'en ont pas vu, mais voilà, c'est chacun va défoncer l'autre à chaque fois qu'ils se voient et c'est très drôle. Il y a toujours un bon mot, toujours une blague. Vraiment, Niles, c'est un perso que moi j'aime beaucoup. Il est toujours de bons conseils. C'est celui qui a les yeux partout et les oreilles partout d'ailleurs. Ça, on le verra aussi beaucoup plus tard, qu'il a toujours l'interphone allumé partout pour entendre toutes les conversations. Et donc, ouais, c'est l'œil de Moscou. Et voilà, c'est un personnage très important de la maison. C'est un très bon ami pour Maxwell. C'est vraiment son Jiminy Cricket qui lui dit toujours un peu mais déride-toi, regarde là, vraiment, il y a quelque chose à faire avec cette personne. Donc, ça va être toujours lui qui va toujours lui prodiguer des bons conseils. Et cette séquence-là commence à nous montrer cette relation-là, en fait. Tout à fait. Et toi, du coup, Junior, comment est-ce que tu as vu donc, cette scène et les conseils apportés et la manière dont il a apporté des conseils, Niles Moi, c'est très simple. Cette scène-là, c'est ma scène préférée, en fait. Oui, c'est celle qu'il vous faut. Moi, j'aime beaucoup cette impression qu'on a où Niles, a priori, devrait être une sorte de larbin, en fait, de serviteur, et on nous présente le fait, en fait, que c'est un guide, qu'il est là. Delphine parle à l'instant de Jiminy Cricket, ça va être une espèce de bonne conscience, Maxwell, pour l'aider quand il dérive un peu en faisant n'importe quoi ou en disant n'importe quoi, le remettre un peu sur les rails. Et la façon dont il le dit, avec une économie de mots pour faire comprendre que le bon choix, c'est Miss Fine, me touche énormément. Ça me rappelle, pour donner des références qui vont parler à tout le monde, évidemment Alfred avec le Batman, mais je pense à la trilogie de Nolan. Pourquoi tombons-nous, Monsieur Wayne, pour mieux nous relever? Ou encore, parfois, il faut que les choses empirent avant d'aller mieux. C'est avec des petites phrases comme ça où on fait oublier le poids, la caution, faire valoir, et on donne beaucoup de consistance à un personnage qui pourtant ne fait pas partie des rôles principaux et qui est secondaire. Et ça me touche énormément. C'est très bien écrit à ce moment-là et c'est très bien joué. Tout à fait, voilà, c'est vraiment en plus, c'est une scène, je trouve aussi qu'on ne s'attend pas. On s'attend qu'il y ait des confrontations, qu'il y ait justement des différences, etc. Et qu'après, elle va être résolue pour la scène finale dont on va parler juste après. Mais pas forcément qu'elle soit faite comme ça, de manière subtile, avec, comme tu disais, avec une économie de mots, et avec ce personnage qui, pour l'instant, jusque-là, nous est présenté comme c'est le mec qui ouvre la porte, quoi. Et qui me répond même pas au téléphone tout le temps, parce que la seule fois où il devait répondre, il l'a pas fait, quoi. I overreacted, like Reagan in Grenada. It's just that Maggie looked so like her mother. I've already lost Sarah. I didn't want to lose my little girl. I quite understand, sir. What is this? I believe Miss Fine calls it a light nosh. It's delicious. Miss Fine, eh? Yes, sir. Just what you needed. Niles, you're not talking about the sandwich, are you? No, sir. Not the sandwich. Et du coup, ça va amener, justement, sur cette dernière scène, dans un autre décor qu'on n'a pas encore vu, qui sera aussi un des décors mythiques de la série, avec une petite particularité. Mais du coup, je vais laisser Junior nous présenter cette dernière scène de cet épisode. On prend la direction de chez Fran, chez sa maman d'ailleurs. On découvre la mère de Fran, Sylvia. Et là, elle est avec sa fille dans un appart bien plus petit que le palais des Sheffield. Et la maman de Fran explique à sa fille grâce à quoi son couple, donc avec le père de Fran, tient toujours aujourd'hui, à savoir la bouffe. Fran voudrait épouser un mec comme son père. Je sais, la phrase est bizarre, mais elle précise sourd et avec une retraite.
On sonne à la porte, Fran hallucine de voir que c'est Monsieur Sheffield, il est revenu déposer les affaires de Fran. Sylvia, la maman, insiste pour qu'il reste et boive un verre. Il est venu en limousine et veut pas trop rester dans le coin. Fran hurle à travers la fenêtre pour faire fuir les gens autour de la limousine. Vous inquiétez pas, je gère. Maxwell est étonné de voir qu'il y a du plastique sur les meubles de cet appartement, abat-jour, canapé, je vous en passe. Fran explique que c'est au cas où ça resservirait. Et une fois posé tranquillement, on apprend par Maxwell que sa fille ne lui parle plus, mais elle va bien. Brighton est plus gentil envers Maggie et se demande où vivra son père quand il sera vieux. Et Maxwell dit qu'il est désolé de la tournure des événements, mais que tout est compliqué entre eux car ils sont de deux milieux totalement différents, ce que Fran confirme d'ailleurs. Et Fran enchaîne en mode si je devais me choisir, mec, tu aurais une chance folle. Maxwell veut bien tenter à nouveau, mais en tentant de respecter nos différences, même si vous ne ressemblez à personne que je connais, ce qui est finalement pas une si mauvaise chose. Et Fran demande si Maxwell le reprend et si c'est des excuses. Et Miss Fine est hyper enthousiaste, accepte les excuses et demande à sa mère de lui donner sa valise. Et la mère immortalise en Polaroid le sourire de sa fille dans les bras de son futur patron en mode hyper heureuse de partir. C'est ainsi que se termine le pilote. Encore une fois, Delphine, sur déjà une photo finish, un des rituels de cette série, mais du coup sur cette dernière scène qui conclut ce pilote. Donc voilà, donc là on découvre aussi des personnages hyper importants de la série, donc la mère et juste le nom du papa qu'on verra une fois et... Oui, qu'on verra une fois. Et donc Sylvia qui résout tous les problèmes par la bouffe. Et d'ailleurs, gros problème pour la comédienne qui a pris beaucoup de kilos pendant le tournage et qui a même eu des gros problèmes de santé à cause de ça. Donc voilà, et donc on découvre cet appartement à Flushing. Donc oui, complètement ce que tu disais, choc des cultures quand même, entre l'Upper East Side et le Queens. Donc on découvre d'où vient Miss Fine vraiment. En plus de la boutique de mariée, on découvre sa famille, donc on voit la génétique qu'elle a héritée, ce qui va revenir aussi régulièrement en blague dans la série. Et Monsieur Sheffield, donc, qui a pris sur lui et qui est revenu s'excuser. Et on apprend que, mine de rien, malgré tout ça, Brighton a écouté, je pense que c'est la première fois qu'il a écouté une nounou de sa vie, où il a pris des nouvelles de sa sœur, même si c'est pour savoir plus tard... pour que son père aille vivre chez elle plus tard, mais il a quand même pris des nouvelles d'elle. Donc on sent que l'éducation un peu farfelue de Miss Fine fonctionne sur ses enfants. On a ça un petit peu en filigrane derrière. Maxwell qui vient s'excuser, qui sera aussi quelque chose de très redondant au fur et à mesure des épisodes où Fran fait une bêtise, mais finalement c'était pour le bien de tout le monde, et Maxwell s'excuse. Et donc, c'est toujours tout est bien qui finit bien. Et du coup, donc, Junior, qu'est-ce que toi t'as inspiré cette dernière scène, cette scène finale ? Bon, on se doute bien qu'il y aura une réconciliation et qu'elle va être embauchée. Voilà ce qu'on se dit. C'est cousu de fil blanc, c'est mignon, c'est drôle. Il y a enfin un peu de prise de recul de la part de Maxwell Sheffield, d'accepter que, bon, elle a des méthodes peu orthodoxes, elle est difficile à suivre, j'ai pas vraiment de contrôle sur elle, mais elle ferait une bonne gouvernante, et la façon dont c'est dépeint est très simple, très efficace. Après, il y a des aspects dans la série, j'en reparlerai après dans la notation, qui sont un peu poussés. On a bien compris qu'ils sont de franges différentes, mais on n'est pas loin parfois de la caricature. Tu vois, elle est tellement pauvre qu'elle couvre les meubles de son canapé et tout ça pour pouvoir les revendre ou quoi. Quand même, c'est un peu cliché, un peu caricatural, je trouve. Mais bon, ça passe. Après, je pense que tout est lié à l'efficacité. C'est-à-dire qu'on doit comprendre, eux, ils sont riches, ils ont un palais avec des escaliers qui changent de côté, et les autres sont pauvres. Donc, en fait, après, ça reste aussi ce qui permet d'avoir un décor mythique. Moi, j'en ai déjà rigolé dans ma vie, du coup, de dire, en fait, j'ai un nouveau canapé, je vais mettre du plastique dessus pour pas l'abîmer comme dans une eau d'enfer, tu vois. Effectivement, c'est très simple et ça arrive sur la caricature, mais ça permet aussi d'avoir des choses qui sont très différentes et qui vont marquer et impacter le spectateur, parce que tout le monde se rappelle quand t'as vu le premier épisode et que t'as un peu suivi la série, si elle t'a plu. C'est marquant, en fait, de dire, chez Sylvia, il y a du plastique sur les meubles. Donc je vais retenir que pour les canapés, c'est en 1, pivote de Friends, et en 2, la blague du plastique sur les canapés dans une nounou d'enfer. D'accord. C'est ça. C'est ça, on pourrait faire un top... On peut en faire une thèse même, je pense. Ils ont bien fait une thèse sur les escaliers dans les films Hitchcock. Je pense qu'on peut faire une thèse sur les canapés dans les séries télé, quoi. C'est ça. De mon côté, sur cette fin, sur cette dernière scène, effectivement, comme tu l'as dit,
c'est attendu. On s'attend à ça. En même temps, ça aurait été extrêmement choquant si, du coup, ils ne l'embauchaient pas. Et dire, en fait, on a vu des personnages, et ces personnages que vous avez vus ne servent à rien. Et on va juste continuer à suivre Fran qui va aller de maison en maison. Vous allez vous attacher à des personnages dès le début, et vous ne les reverrez plus. Voilà. Mais c'est les années 90, donc non. Donc on sait très bien ce qui va se passer. On a déjà plus ou moins compris toutes les relations. Mais ce qui permet quand même d'introduire effectivement deux personnages, au moins un personnage très important qui sera le personnage de la mère qu'on reverra très très souvent, et effectivement on pourra voir les variations importantes de poids de Sylvia tout au long de la série. Et après, comme tu l'as dit aussi Delphine, on verra l'intégralité, ou peut-être même pas, mais une très grande partie de l'immense famille et des différentes branches de la famille de Fran, et avec ce petit mystère de quelle est la tête de son père. Donc voilà, donc en fait cette scène, effectivement, c'est une scène qui conclut et qui va lancer la série, dire ok, on est sûr, maintenant elle est embauchée, c'est la scène, voilà, avec l'arrivée fracassante. C'était le titre de l'épisode en français en tout cas, et ça conclut bien, hein, tout est fracassant, la fin est fracassante. On fait une photo avec Maxwell qui essaye de rester digne sur une photo Polaroid dans cet appartement, avec la nounou qui se jette à son cou pour prendre une photo parce qu'elle est extrêmement contente d'être là. Et c'est ainsi que s'achève du coup le pilote du Nounou d'Enfer. Peut-être un dernier extrait avant de se retrouver pour quelques extrapolations sur l'intégralité de la série et la tant attendue phase de notation. Je suis désolé que les choses aient si mal tourné. Oh, enfin, non, je veux dire, vous et moi, on vient de deux milieux si différents. Si j'étais vous et que je devais me prendre à votre service, eh bien, je trouverais que vous avez une chance folle. Oui, mais vous n'êtes pas moi. Vous ne ressemblez à aucune de mes connaissances, je dois l'admettre. Cela ne signifie pas pour autant que ce soit une mauvaise chose. Je le reconnais. Peut-être pourrions-nous essayer de respecter chacun nos différences? Oui, ce serait une idée, qu'en dites-vous? Est-ce que ça veut dire que vous allez me reprendre? C'est envisageable. Donc, ce que vous essayez de dire, c'est que vous êtes terriblement désolé de toutes ces stupidités et qu'il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est vous jeter à mes pieds et vous excuser. Miss Vine! J'accepte vos excuses! Maman, ma valise, s'il te plaît, je pars! Un petit sourire! Après ce dernier extrait de la série, on va essayer, alors sans trop spoiler, ou en spoilant, mais on va annoncer avant qu'on spoil, parce qu'effectivement il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur la série? Peut-être voilà, quelque chose dont on a rapidement parlé pendant notre description. Qui est Fran Drescher? Est-ce que vous savez du coup qui est Fran Drescher et qu'est-ce qu'elle a fait à part cette série? Quel est son rôle et pourquoi est-ce que il y a peu de temps, une bonne partie de l'année dernière, on en a souvent entendu parler, mais plutôt dans le milieu du cinéma. En fait, on a beaucoup parlé d'elle récemment, parce que tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Franck, comme ça remonte un peu. Elle est la patronne du syndicat SAG-AFTRA, la Screen Actors Guild. On a beaucoup parlé d'elle parce qu'elle défendait tout simplement les intérêts des comédiens. C'est ça, pendant la période de grève l'année dernière, il y a eu la grève des comédiens et des scénaristes. Elle a lancé la grève des acteurs après la grève des scénaristes en soutien. Donc vraiment, j'allais dire très couillu, mais j'aime pas dire ça. Donc, Et elle a été réélue aussi, parce que pendant la grève, il y avait la réélection, et elle a été réélue pendant la grève. Oui, et c'est une certaine Joëlie Fischer qui a perdu. Ouais, elle c'est vraiment une battante sur tous les plans, d'autant plus quand tu regardes un peu son histoire personnelle. Pour ceux qui l'ignoraient et celles qui l'ignoraient, elle a souffert d'un cancer de l'utérus. Elle l'a combattu, elle va bien maintenant, et elle a derrière monté sa fondation de lutte contre le cancer notamment, pour ceux qui l'ignorent. Donc il y a toujours cette entreprise de se battre pour mettre en place ses projets. Ça a été le cas aussi pour Nounou d'Enfer. Elle a dû se battre pour faire accepter certaines idées, certaines trajectoires. Elle a dû céder sur d'autres. C'est la chaîne qui a tranché au contraire, comme par exemple l'histoire du mariage entre celui de son personnage et de Maxwell Sheffield. Elle voulait pas du tout de cette fin-là, mais elle a dû transiger, accepter. Mais elle a réussi à valider d'autres choses, comme les origines juives de son personnage, qui devait être à la base Fran Fine, vous l'imaginez, en tant qu'italienne. Donc voilà, elle a dû se battre aussi auprès de la chaîne CBS qui voulait lui imposer autre chose. Ce qui me frappe quand on regarde le parcours de cette dame, c'est à quel point elle est
combative. C'est quand même quelqu'un qui a créé une sitcom dans les années 90, une femme, même si elle était avec son mari pour faire ça, ou elle l'a produit, ça se faisait pas, quoi. T'avais 0 femme qui faisait ce genre de choses. Et cette série est encore regardée maintenant, et elle est rentrée dans la pop culture, donc... C'est quand même rien que la création de cette série, d'avoir pourchassé les gens des chaînes pour vendre sa série, vendre ses idées, vendre l'histoire d'une jeune femme juive. C'est déjà hyper costaud et ça se faisait certainement pas dans les années 90, quoi. Pour la petite histoire, elle avait déjà... c'était pas sa première tentative, en tout cas d'être dans une série, parce que du coup, en faisant un peu des recherches, elle a participé à un spin-off de Madame est servie. Qui était pas bon. Elle apparaît du coup dans 2 épisodes, je crois, de Madame est servie, et du coup son personnage clairement déjà pré-Miss Fine, quoi. C'est déjà, elle parle fort, elle fait on sent déjà qu'elle va aller vers là. Et donc cette série qui s'appelait Charmed Lives. De toute façon, il n'y a eu 4 épisodes, donc ça n'a pas été bon, ça n'a pas resté. Assez fort de dire qu'elle est apparue avec son personnage. Déjà, on fait un spin-off, quoi. Donc ça montre aussi la force de l'actrice. Donc effectivement, c'est quelqu'un d'important et dans la pop culture et aussi avec des valeurs qui va les défendre pour protéger du coup les acteurs notamment. Alors peut-être pour revenir plus sur la série en elle-même, des petites questions assez classiques. Est-ce que vous avez un personnage préféré ? Alors, moi j'en ai plusieurs. En vrai, j'aime beaucoup la relation Niles-Sissi. Niles, je l'adore vraiment. Il fait les meilleures blagues, et avec Sissi aussi. Je me rappelle trop d'un épisode où je m'y attendais vraiment pas, et peut-être je suis con, hein, mais ça m'avait fait mourir de rire, où il est dans le bureau de Maxwell et il est en train de cirer le canapé, et il dit voilà, ça fait partir toutes les saletés, et Sissi arrive, elle s'assoit dessus et puis elle glisse. Et je m'y attendais vraiment pas, et je me suis bidonnée. Bref, c'est débile, hein, mais ça marche vachement. Et sinon, un de mes personnages préférés, c'est Grand-mère Yetta, qu'on n'a pas vu dans cet épisode, mais elle est incroyable. Donc c'est la grand-mère de Fran. Elle est juste ouf, quoi. Elle est habillée vraiment toujours un peu streetwear avec une banane. Elle a des cheveux pas possibles et des lunettes à mes triples foyers, des culs de bouteille pas possibles. Et elle marche au ralenti. C'est une petite bonne femme d'1m50 et elle est géniale. C'est vraiment un de mes persos préférés. Et elle sort avec Ray Charles. Elle est trop drôle. Elle a des soucis de santé, elle fume comme un pompier, c'est n'importe quoi. Pas de mémoire, elle mélange tout le monde en permanence et c'est Elle trop appelle Brighton drôle. Moshe, bref, c'est... Elle danse très très bien, il y a une scène où elle danse, c'est carrément pas la même actrice qui danse, mais c'est tellement drôle de dire, mais ça fait plusieurs saisons où pour faire 3 mètres, il lui faut 10 minutes. Et juste après la danse, en plus, justement, elle remarche de sa façon habituelle de marcher. Non, elle est super. Ouais. De mon côté, effectivement, je pense que mon personnage préféré, c'est Niles. Parce que c'est ce que vous avez dit, il fait des commentaires sarcastiques. Il a une répartie de fou, en fait. Et quand j'étais petit, et en fait toujours maintenant, j'ai envie d'avoir la répartie qu'il a Niles sur les situations pour trouver toujours la bonne vanne, mais en restant quand même... Oui, mais c'est ça, c'est son côté anglais qui fait que les vannes, elles passent hyper bien parce qu'il le dit avec son petit air. En fait, il est aussi spectateur. Il a aussi le même point de vue que nous. C'est pour ça ce que je dis tout à l'heure... Sans casser le 4e mur, mais ils font des commentaires, et surtout Niles, des commentaires que nous, en fait, on peut se faire, et lui, il les fait à voix haute, et c'est aussi ça qui est drôle, c'est de le voir faire ça. Et du coup, on peut facilement, je trouve, en tout cas pour moi, se référer à Niles et dire, en fait, on est le personnage de Niles. Et du coup, c'est vraiment un personnage préféré. On n'a pas vraiment dit, mais on l'a dit au début de l'épisode, mais cette série est une série avec énormément de guests. C'est le plus de guests à part La Croisière s'amuse, je pense que c'est le truc avec le plus de guests possible. Là, c'était pas un guest quand on a parlé de James Marsden, parce que je pense que c'était juste un jeune acteur à ce moment-là. Ils l'ont pas fait venir parce que c'était lui. Mais il y a énormément de guests, et du coup, est-ce que vous pouvez me citer un ou deux de vos guests préférés, ou ceux qui vous ont le plus surpris? Peut-être Junior? Ouais, je trouvais ça assez improbable de voir Donald Trump arriver dans le palais. Je dois avouer que j'aurais du mal à resituer le contexte, mais je suis tombé dessus, le hasard des rediffusions sur TFX, et je me suis dit, mais qui jouait mal d'ailleurs, et il répond au téléphone, et c'était assez incongru, mais marrant en fait, quand tu sais l'intérêt que Fran porte aux plus grandes fortunes de New York, donc c'était plutôt sympa pour le clin d'œil. Je ne parle évidemment pas du reste qu'a pu faire cet homme-là entre le tournage de cet épisode jusqu'à aujourd'hui. Regardez, on a un des hommes les plus puissants des États-Unis, New York, donc c'est plutôt sympa pour l'ancrage local, quoi.
Moi, un de mes guests préférés, donc c'est Ray Charles, donc qui est le love interest de Grand Marietta à un moment donné. Et pareil, ils sont aussi paumés l'un que l'autre, elle qui avance pas, lui qui voit rien. Fran, à un moment, elle dit non mais c'est bon, ils sont partis il y a une demi-heure, je vais pouvoir les rattraper. Et son neveu à lui, c'est Coolio, c'est n'importe quoi en fait. Il y a milliards de guests, il y a Elizabeth Taylor, s'il te plaît quoi. Dans les autres guests, effectivement, il y a Elton John, Céline Dion. Jane Seymour, elle va voir Dr. Queen à un moment. C'est ça, il y a Jay Leno. Il y a Pamela Anderson, que je disais au début de l'épisode, donc, du coup, voilà, qui va jouer les Ariolo, donc la nouvelle conquête de Danny. Il y a Whoopi Goldberg. Voilà, il y a Jason Alexander aussi, qui joue dans Seinfeld. Qui joue dans Seinfeld, voilà. Et juste pour la petite histoire, quand il y a eu le confinement en 2020, tout le cast du pilote s'est réuni en live sur YouTube. Pour rejouer le pilote, pour relire le texte. Et même avec la meuf qui fait le générique, elle était là aussi, elle a fait, c'était trop bien. Mais est-ce que vous avez peut-être, alors, soit une saison, soit une ou deux scènes préférées ou qui vous ont le plus marqué, alors soit en bien, soit en mal, où on disait en fait finalement cette scène, elle va vraiment pas pour moi dans la série, ou celle qui m'a marqué, mais parce que j'ai vraiment détesté. Alors moi j'ai une saison que j'aime bien, c'est la 3e, où on s'installe un peu plus dans le jeu de chien et chat pour le coup, entre Fran et Maxwell. D'ailleurs à la fin c'est le retour de Paris où il y a les turbulences et il lui dit qu'il l'aime et tout ça, et il va se rétracter après, et ça va être super toute la saison 4 où il va faire que ça, où elle va pas arrêter de l'envoyer chier à cause de ça. Et c'est là où Niles, c'est la seule chose qu'il ne saura jamais, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est rétracté de quoi ? Et ça c'est très très drôle. La saison 5 j'aime moins, quand vraiment ils commencent à se mettre ensemble, ça fait vraiment effet clair de lune. À partir du moment où les couples se mettent ensemble, c'est tout de suite un peu moins intéressant. Clair de lune, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série qui était avec Bruce Willis et Sybil Shepherd. En fait, c'était un peu les Castle et Beckett de l'époque, jusqu'au jour où ils finissent par coucher ensemble et que l'audience s'est profondément cassé la gueule. Et du coup, on parle d'effet clair de lune. Et donc, on a toujours peur quand on met les couples ensemble dans les séries. J'avais bien aimé un des épisodes, j'ai pas noté lequel c'était, mais quand Fran et Sissi sont justement enfermés dans le cellier pendant une des fêtes que la mère que Sylvia fait au-dessus, quand Maxwell est parti je sais plus où, et elles se retrouvent toutes les deux et elles commencent à parler un peu de leur relation, et qu'elles aiment bien Maxwell, toutes les deux, machin, et donc pour une fois on a un petit lien entre les deux, quelque chose de plus que ce qu'elles ont avant, une petite sororité, parce que c'est un peu le truc qui fait qu'on est quand même très années 90 aussi dans cette série. Cette bataille pour un homme, toujours, entre deux femmes, voilà, c'est so 90, quoi. Mais donc là, voilà, t'avais ce petit truc où elles disent « Non, mais de toute façon, en fait, pourquoi on fait ça pour lui ? Il mérite pas, quel connard !» Donc voilà, j'aime beaucoup cet épisode. Donc 2 scènes que j'aime bien qui impliquent Niles, et une, du coup, où il va y avoir un gros spoiler sur ce qui se passe sur Niles, donc si vous pouvez avancer un petit peu dans l'épisode, mais la première scène où il n'y a pas de spoiler, c'est une scène où il reprend une scène culte de Tom Cruise dans Risky Business. Ah oui, la scène de danse. La scène de danse, voilà, où en fait, pour une fois, il est tout seul dans la maison, et il arrive en glissant en chaussettes, caleçon blanc et chemise blanche, et il chante du coup, et donc c'est exactement la réplique de ce que fait Tom Cruise dans le film, et donc il commence à chanter, et évidemment... Qui arrive les autres qui arrivent, et il y a Sissi qui arrive derrière et qui le regarde. Drôle. Voilà, et c'est une des rares scènes en plus où c'est lui qui est pris à défaut. D'habitude c'est toujours lui qui arrive et qui la prend à défaut parce qu'elle a glissé, parce qu'elle a dit une connerie, ou parce qu'il s'est passé un truc, et lui en fait il va appuyer là où ça fait mal pour elle, et là pour une fois c'est l'inverse, et c'est tellement J'adore drôle. ce qu'il lui dit en ce fin de truc, il dit « Vous savez que là je vais être obligé de vous tuer en fait. » Voilà. Ça. Voilà. Est-ce que du coup vous avez quelque chose à rajouter sur cette série avant qu'on passe aux notations ? Très rapide. Pour la petite histoire, moi j'ai retrouvé Fran Drescher, et j'oublie le nom du vrai comédien, Charles Shaughnessy, Maxwell, dans une autre série qui s'appelle Du côté de chez Fran. Oui. Ça passait lors de la naissance de la TNT sur Énergie 12 ou quelque chose comme ça. Aussitôt vu, aussitôt oublié, mais sachez que cette série existe. Et si vous pouvez me retrouver le nom du mari de Fran Drescher à l'époque, ce serait cool. Mais elle a été mariée, c'est le co-créateur de la série. Peter Mark Jacobson. Voilà, ils se sont séparés. Parce que lui, il était gay en fait. Voilà, et ils ont gardé de très bonnes relations, et ils ont su en rigoler et en faire une série qui s'appelle Happily Divorced. Pour ceux qui aiment Fran Drescher, vous pouvez aussi aller la retrouver dans cette série. Effectivement, du coup, elle a pas, on l'a peut-être moins vu nous sur le devant de la scène, mais aussi avec le changement de ce qui est arrivé avec le streaming, avec la TNT, tout ça, c'était plus compliqué, alors qu'avant il y avait
6 chaînes, donc on était un peu obligé de regarder ça. Mais elle a continué quand même, elle s'est pas arrêtée, Fran Drescher. On arrive maintenant à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on vient de vous dire sur ce pilote, on va donc noter comme à notre habitude avec l'échelle de notation qui a été donc piquée au célèbre quotidien sportif L'Équipe, avec 10 parfaits, 9 exceptionnels, 8 très bons, 7 bons, 6 satisfaisants, 5 moyens, 4 insuffisants, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable ou 0 inadmissible. Comme on l'a décidé avant l'émission, ce sera Delphine qui aura le coefficient 3. Mais avant, peut-être un petit rappel du classement général, avant nos notations. Donc, le premier épisode, le premier pilote, donc c'est The Crown, toujours imbattable avec sa note de 9 sur 10. Suivent ensuite Seinfeld, Stranger Things, Doctor House et Buffy contre les vampires, donc qui est 5e. Et pour la fin de classement, les 5 derniers, donc du coup on aura Malcolm, et ensuite on commence à descendre vraiment très très bas avec Undo Stress, Emily in Paris, Art les cœurs à vif et Les mystères de l'amour avec la magnifique note de 1,14 sur 10. Vous voulez que j'ai plus de travail, c'est ça que vous me dites, quoi. Voilà, et donc je tiens encore une fois à rappeler, parce que c'est moi qui présente cette émission, que sur les 5 derniers, j'en ai fait 3. Voilà, je ne dirai pas qui m'a obligé à faire ce travail. Voilà. Mais je reviens encore et toujours parce que j'aime qu'il ça. Est gentil. Voilà. Parce que je suis gentil et que j'aime ça, et il va continuer à m'envoyer des émissions, des séries de merde. Donc tu feras pourries. Définitivement pas The Leftovers. C'est ça. Je n'aurai pas le droit. Moi, je suis cantonné à faire des émissions de Jean-Luc Azoulay. Voilà, je pense que je vais faire l'intégralité du Azoulayverse. Oh non, je pense pas, non. Oh non, on va pas s'infliger ça tout le temps non plus, non. Donc voilà, du coup maintenant quelle est votre notation, et du coup on va peut-être commencer par Junior, qui n'a que 2 en coefficient. Je suis sorti de là avec un grand sourire. Déjà, c'est que ça a fonctionné sur moi, c'est que c'est drôle, c'est que c'est rythmé. J'adore les personnages hauts en couleur aussi, qu'on remarque et qui sortent de l'ordinaire, donc ça c'est cool. J'adore la gouaille de Fran Drescher, j'adore son énergie, il y a beaucoup de choses positives dedans. Après, ce qui me fait perdre des points, si on ne l'a pas souligné, parce qu'on est resté assez porté sur le positif, ce qui fait perdre des points pour moi, c'est que on sent qu'on est dans les années 90, et il y a certains passages où c'est un peu, on frôle, voire on est très proche, voire on est dedans, dans le côté moralisateur. Maggie embrasse donc le futur Cyclope là, de d'X-Men. Il y a toujours ce « mais enfin, tu es une enfant, t'as pas embrassé un garçon à cet âge-là », il y a le côté Amérique... ouais, mais c'est désamorcé par Fran, je trouve ça en fait. Oui, elle contrebalance, je suis d'accord. En fait, tu vas voir où je veux en venir. Il y a ça, mais il y a aussi dans l'épisode 2, quand Brighton fait le con à fumer c'est mal. Et là, je me suis senti dans un truc j'avais l'impression de retourner dans 7 à la maison. Quoi. Ouais, mais fumer c'est mal. C'est dommage d'avoir autant d'intelligence dans l'écriture et de subtilité sur le reste, des répliques si banales, si moralisatrices, si... Bien sûr que fumer c'est mal. Tu peux pas le mettre sous le même niveau que embrasser un garçon, en fait c'est pas pareil, fumer vraiment ça tue. Je dis pas ça, je dis juste qu'on sent qu'on est dans les années 90 et qu'il y a absolument le message bien... Vous regardez ça en famille, transmettez ça à vos enfants, que je trouve un peu ridicule par rapport à l'intelligence d'écriture du reste, de la punchline qui vit, qui bouscule les personnages, qui les fait réfléchir, qui les pousse dans leur retranchement. Et puis t'as ça qui est d'une banalité confondante en fait. Moi c'est ça qui me frappe et que je trouve dommage dans la série. Sinon tout est bien, donc je mets 7. On n'est pas dans un podcast où je vais inciter les gens à fumer, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que dans la finesse pour faire passer le message, on est loin du compte. Tout le reste est fin, sauf ça. Oui, c'est le décalage en fait, c'est ça. Ça crée un décalage énorme entre les deux, entre la qualité des punchlines, du rythme et de tout ce que tu veux. Et puis on a l'impression qu'on infantilise le téléspectateur en insérant des choses comme ça. C'est digne de Sabrina l'apprentie sorcière que je regardais quand j'avais 12 ans. Quoi. C'est le même niveau. Et je trouvais ce décalage assez désastreux, quand tout le reste est génial. Sinon j'aurais mis plus. Et on parle pas pendant les avis normalement. Tu pouvais réagir après. Oui, je suis désolée. Ma note, je vais la note de 7. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je ne vais pas finir, je vais
Je vais continuer, et comme ça je laisserai Delphine qui a 3, un coefficient 3 à parler. Du coup, pour moi, j'ai mis un coefficient, j'ai mis plutôt une note de 8, parce que c'est un très bon pilote, parce que c'est efficace, ça me fait rire, ça me fait toujours rire. Alors après, est-ce que ça me ferait rire si je le découvrais en 2024 ? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça me fait toujours rire après tant d'années. Ça pose les bases de ce que va être la série, les bases classiques de ce que va être la série. Ça reste une sitcom des années 90. On sait très bien où ça va nous mener, que si la série continue, on sait très bien qu'en fait on va aller jusqu'à ce que Fran et Maxwell finissent ensemble. Enfin, c'est clairement ce qu'on a envie d'avoir dès le début. Et c'est ce qu'on aura. Alors, on aura de nombreuses péripéties pour y arriver, et c'est ça qui est drôle. C'est ça qui nous tient en haleine. Mais voilà, en tout cas, c'est posé. Et les personnages sont posés, les relations entre les personnages sont déjà posées, et après ils évolueront. Et c'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'ils ne vont pas rester les mêmes archétypes du début à la fin. Ils vont pouvoir prendre des risques et faire évoluer les personnages. Gracie, qui au début est complètement schizophrène, a de multiples personnalités, et au fur et à mesure de sa relation avec Fran, elle va être apaisée, elle va chercher les bonnes affaires, elle va être beaucoup plus drôle. Enfin, Maggie qui du coup va s'ouvrir pour devenir une belle jeune femme, Brighton qui va arrêter d'essayer de faire semblant de tuer des gens, enfin de se tuer ou de repousser tout le monde. Voilà, ils vont vraiment devenir une famille. Ils vont aussi prendre des risques sur ce qui peut arriver sur certains personnages, et en même temps, après ils vont rester sur un fil conducteur assez classique. Mais en tout cas sur cet épisode-là, c'est ce qui est fixé, et c'est drôle dès le début, avec, je trouve, ce petit truc en plus de ce qu'on a dit là, c'est qu'il brise le quatrième mur sans le briser, en fait, en faisant des réflexions on aurait envie de faire sur ce qui se passe, et avec un tempo comique qui soit dans la parole, soit visuel, qui est déjà installé et qui est déjà très bon. Donc voilà pourquoi j'ai mis 8. Voilà pour moi. Et du coup, Delphine. Alors, donc moi je vais mettre la note de 7. Je trouve que voilà, c'est un bon pilote. En effet, on a déjà tous les codes de la série. Les persos sont hyper identifiés. Ils évolueront vachement, surtout les enfants, et grâce à Fran. Mais ils sont tous très bien caractérisés. On arrive direct dans leur vie. Il n'y a pas forcément beaucoup d'explications, mais on les caractérise quand même très 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 vite. On comprend vraiment l'enjeu de chacun. Et on voit vraiment qu'il y a une marge de progression, et on sent déjà que Fran va les faire progresser très vite. Il y a vraiment beaucoup d'humour, que ce soit visuel, dans les blagues, il y a vraiment, ça fuse de partout. C'est même des blagues qui sont un peu derrière, qui arrivent de persos qu'on n'attend pas, et c'est parfois des fois en second plan, et c'est ça qui est hyper drôle en fait, c'est que tu peux le revoir et tu as des blagues que tu n'avais pas entendues et que tu entends. J'aime beaucoup aussi ce truc de lutte des classes entre les employés et les patrons. Ça reviendra dans beaucoup d'épisodes, on a l'impression d'être chez Marivaux, quoi. Mais par contre, je mets 7 parce qu'avec la vision qu'on peut en avoir aujourd'hui, tu vois trop que c'est vraiment une série des années 90, surtout par rapport aux personnages féminins, où en fait, le truc où il faut absolument se marier, il faut absolument que tu te maries, c'est trop nul d'être célibataire, ta vie, elle sera toujours ratée si t'es pas marié, si t'as pas un bon parti, surtout, il faut absolument avoir un mari médecin ou avocat ou ce genre de choses. Et le fait de pas réussir à être accompli, que les personnages féminins soient diminués parce qu'ils sont célibataires, ça, c'est un petit peu dur à encaisser maintenant. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est trop rétrograde. Et voilà, c'est pour ça que je descends un tout petit peu ma note, en fait. On arrive à une note globale de 7,28. Ce qui place ce pilote... Alors, 7,28, oui, il y a un ex-aequo avec The Boys, donc qui est 15e. Donc on a un 15e ex-aequo, 7,28 The Boys. Il faut trancher. Alors, qu'en pensez-vous ? Moi, j'ai pas vu The Boys. Vous, Junior, Alors, sur The Boys, si tu avais mis 7,5, voilà, et moi, j'étais pas présent non plus sur cet épisode, donc tu étais le seul à être présent, et pour le coup, tu as mis une meilleure note à The Boys. De peu, mais tu avais mis une meilleure note. Oui. Je sais pas trop, c'est deux genres complètement opposés. Ah bah oui. Déjà, c'est pas la même durée. C'est 20 minutes 24 contre 1 heure, presque. J'aurais peut-être tendance à laisser la série que j'ai mieux notée devant par défaut. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que ça peut être The Boys, donc je suis assez d'accord de peut-être la mettre devant. Sinon, laissons The Boys... du coup, devant, avec cet ex-aequo. C'est vraiment à titre indicatif, de toute façon. Donc, pour rappel, la série est disponible actuellement sur TF1+, pub comprise.
Un pilote presque parfait, c'est donc fini. Un grand merci à toi, Delphine, d'être venue et de m'avoir soutenu dans cette présentation. Un grand merci aussi à toi, Junior, pour cet épisode et pour une nouvelle fois m'avoir fait confiance et pour ton accompagnement pour essayer d'avoir mené à bien cette présentation. Merci à toi, Franck. C'était bien, je ne reviens plus à l'animation. Tu te débrouilles. Allez, alors, ciao. Ciao, à bientôt. Nous, on va se retrouver prochainement dans un nouveau PPP avec Junior aux commandes, même si là, il a plus envie. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens également sur vos applications de podcast préférées. Et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire parce qu'on aime bien quand il y a des commentaires, surtout généralement vous nous mettez des commentaires super sympas. 5 étoiles pour nous aider à faire grandir cette émission. Et nous sommes aussi présents donc sur les réseaux sociaux, sur anciennement Twitter que l'on nomme dénommé X, et c'est très compliqué à dire X, sur @unpiloteparfait ou sur Insta la saison des séries. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices fidèles de PPP, et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine fois.